Merci pour les vaillants et courageux qui ont décidé de rester cet après-midi pour cette table ronde. Alors véritablement une formule table ronde avec des échanges plus spontanés autour de questions qui ont été un peu réfléchies par avance. Alors, je vais peut-être attendre que les portes se ferment. Il n'y a pas beaucoup de bruit, mais il m'est difficile, il m'est impossible en réalité de commencer cette table ronde sans faire un hommage appuyé à un magistrat que nous chérissons tous autour de cette table et qui nous a quittés bien trop tôt. C'est monsieur le conseiller Vérède, qui était président de chambre, donc qui a beaucoup œuvré pour la protection juridique. C'était un grand homme de la protection juridique. Il va beaucoup nous manquer. Il nous manque déjà beaucoup à tous. Maître Fresnel m'indique qu'il a évidemment écrit sur l'habilitation familiale dans le numéro de novembre de la revue Droit de la famille. En tant qu'universitaire, il me fait défaut sur beaucoup de points parce que c'était un des rares magistrats à avoir une jurisprudence complètement transparente qui prenait le temps de me faire parvenir ses décisions. Donc c'était d'une richesse, outre les discussions qu'on pouvait avoir et son extrême compétence en la matière. Voilà, donc je voulais avoir ces quelques mots pour Thierry Vérède. Évidemment, nous aurons ces débats avec une pensée très forte pour lui. Alors, l'habilitation familiale, je ne suis pas certaine que tout le monde visualise. Donc, c'est une nouvelle mesure de protection qui a été insérée dans notre droit grâce à l'ordonnance du 15 octobre 2015. C'est une mesure qui était censée s'inspirer de l'habilitation entre époux de l'article 219 du Code civil. Donc j'ai bien dit censé parce qu'on s'en éloigne quand même assez considérablement, il me semble, sur certains points. En tout cas, il y a un point notable à noter, c'est que c'est pour... comme le diraient certains, une véritable mesure incapacitante. Donc c'est une mesure qui prive la personne qui donne l'habilitation de sa capacité juridique. Et par conséquent, c'est une véritable mesure de protection en soi qu'a créée cette ordonnance. Alors, autre caractéristique, je ne vais pas être très prolixe, hein, je veux faire court parce que le but c'est de débattre. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'habilitation familiale, mais simplement, deuxième caractéristique peut-être à retenir, c'est qu'il s'agit là d'une mesure hybride. C'est ce qui a été écrit le plus souvent, ou mixte. Je ne sais pas quelles sont les appellations, toutes les appellations qui ont été utilisées, à savoir qu'elle emprunte évidemment aux mesures judiciaires, elle obéit à certains principes des mesures judiciaires, que sont notamment le principe de subsidiarité, l'audition de principe de la personne vulnérable, le certificat médical nécessaire pour ouvrir la mesure, évidemment, mais j'en passe. Il y a évidemment d'autres points sur lesquels il y a un renvoi aux mesures de protection judiciaire. Mais il va de soi également que, ne serait-ce que par sa place dans le Code civil d'ailleurs, elle est à se rattacher au mandat de protection future, puisque les textes font, pour la responsabilité de la personne habilitée, une référence expresse au mandat de protection future, aux règles du mandat de protection future. Et puis, troisième et dernière caractéristique, point essentiel que je voulais souligner, c'est que c'est ce qui a pu déclencher les foudres de certains qui ont écrit sur l'habilitation familiale. Cette mesure de protection, mais c'était aussi le but, permet aux mandataires d'avoir des pouvoirs très larges puisque on ne tient pas compte de la distinction acte de disposition, acte d'administration. On peut, ça c'est à la libre appréciation des familles, hein, bien sûr, donner la possibilité et du juge, oui pardon, en tout cas, la famille initie au départ et le juge vérifie que ce soit bien dans l'intérêt du majeur, bien sûr. Cela va de soi. Donc, il peut faire tous les actes qui sont indiqués dans la mesure où le juge l'y autorise, sauf les actes de disposition à titre gratuit. Et surtout, ce qui a fait grincer des dents certains, c'est qu'il y a une dispense de compte de gestion. Voilà la grosse différence. Alors, dernière précision, c'est pour ça que j'étais sur la famille, c'est quand même une mesure dont le postulat est le consensus familial. Donc l'idée, c'est que ça ne fonctionnera, ça ne peut fonctionner que s'il y a un consensus familial.
Voilà, donc ça, je crois que c'est essentiel, il faut quand même l'avoir toujours en tête. Alors, pour parler de cette nouvelle mesure de protection, je suis ravie d'accueillir vraiment les éminents spécialistes de cette matière, que je remercie vraiment d'être là, surtout Madame le conseiller Pecker qui fait un trajet assez important en une journée pour être parmi nous et qui a bien pratiqué et toujours dans le domaine des tutelles et en tant que présidente honoraire de l'Association nationale des juges d'instance, elle a beaucoup à nous apprendre sur cette matière. Je suis ravie également d'accueillir deux avocates vraiment renommées en la matière à Paris, Maître Fresnel et Maître Robe. Bien sûr, Monsieur Combray, je suis ravie. Il pourra nous apporter son éclairage plutôt du côté de l'angle notarié. Et enfin, le professeur Noguero, qui évidemment est aussi un spécialiste éminent qui écrit beaucoup en la matière. Alors, première question, puisque je vais initier les questions, et je crois alors, je sais qu'on nous déconseille pour la vidéo d'utiliser beaucoup ces micros-là. Alors, je ne sais pas si je ferai passer le micro, ça va être un petit peu délicat étant donné que nous n'en avons qu'un. Première question que je vous poserai effectivement par rapport à l'intitulé du colloque. Est-ce que vous pensez qu'il y a une modernisation avec cette nouvelle mesure de protection? Est-ce que vous pensez qu'elle est plus simple qu'une mesure de protection judiciaire classique? Est-ce qu'on y a gagné donc en simplicité? Et je commencerai avec Madame le conseiller. Merci. Alors, on a beaucoup lu quand cette mesure a été mise en place, que c'était un scandale, que c'était un désengagement de l'État, la preuve de la volonté de la chancellerie qu'elle ne voulait pas mettre de moyens dans la justice, etc., etc. Je voudrais un tout petit peu corriger cette vision des choses, parce que ça n'est pas une mesure initialement proposée par la direction des affaires civiles et du Sceau. Mais c'est bien une mesure qui vient du terrain. C'est-à-dire que c'est l'Association nationale des juges d'instance qui, après la mise en vigueur de la loi de 2007, après l'échec, parce que je ne vois pas comment le dire autrement pour l'instant aujourd'hui, du mandat de protection future, a essayé de réfléchir à quelle pouvait être une nouvelle manière de penser la place du juge, en constatant qu'au sein de nos cabinets de juges des tutelles, on a certes plein de situations très compliquées et très conflictuelles, mais on a aussi tout un tas de mesures gérées par les familles dans lesquelles notre intervention, nous semble-t-il, n'apportait rien. Rien d'autre que de nous faire passer du temps à prendre des décisions qui, de toute façon, étaient évidentes d'elles-mêmes, et à faire perdre du temps à nos greffiers qui doivent les notifier, à faire perdre du temps aux familles qui doivent nous demander et attendre d'avoir la réponse, et à remplir les cabinets de nos greffiers en chef de comptes de gestion à vérifier, ce qui ne servait pas forcément à grand-chose dans ces mesures sans difficulté. Donc voilà, je voudrais quand même corriger tout d'abord ce point, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement, on est dans une situation familiale où il n'y a pas de conflit, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un conflit, bien évidemment, il n'est pas question de s'orienter vers cette mesure. Et la deuxième idée est de simplifier non pas tant le travail du juge, parce que ce n'est pas forcément le cas, mais surtout celui des familles qui prennent en charge leurs proches en difficulté. Une fois précisé ça, une des difficultés, me semble-t-il, de cette mesure, c'est l'étendue qui lui a été donnée. Initialement, ce que nous avions proposé, c'était qu'elle soit exclusivement réservée aux relations ascendant-descendant. Et plus exactement, qu'on puisse habiliter des enfants à gérer les affaires de leurs parents. On ne l'avait d'ailleurs initialement pensé qu'ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une obligation alimentaire qui peut venir compenser d'éventuels détournements qu'on pourrait imaginer. Ça n'est pas ainsi que l'a entendu le législateur, et il l'a étendu d'une manière qui peut apparaître plus dangereuse, c'est-à-dire que dans les relations entre frères et sœurs, même si tout n'est pas conflictuel et il n'y a pas nécessairement de détournement, il y a plus de risques, nous semble-t-il, de difficultés. Voilà un petit peu pour la genèse, mais il est certain, et ça je ne crois pas qu'on puisse le contester, que pour les familles qui s'entendent bien, cette mesure est nécessairement plus simple puisqu'elle leur évite de rendre compte de la gestion, en tout cas tous les ans au tribunal, et elle leur évite d'être amenés à solliciter notre autorisation dès qu'il faut débloquer de l'argent pour payer une maison de retraite ou vendre un bien ou ouvrir un livret A, etc., etc., ce qui sinon est obligatoire. Voilà ce que je peux dire en introduction peut-être sur cette mesure. Personnellement, j'ai une aversion pour les lois de simplification et de modernisation du droit, mais j'attends qu'un législateur nous parle un jour d'une loi de complexification et d'archaïsation du droit. Peut-être que ça, au moins, ça nous attirera notre gourmandise. Mais je crois qu'il faut quand même dire ce que l'on pense d'emblée.
Personnellement, avant même que ne sorte le mandat de protection future, j'avais émis certaines réticences parce que je trouvais que la technique, la façon dont on l'avait présentée, était insatisfaisante. D'ailleurs, l'expérience l'a montré. Là, j'ai plutôt eu un optimisme de la simplicité. Parce que on nous parle beaucoup de priorités familiales, mais la première des priorités familiales pour les gens, c'est d'aller accéder assez facilement au droit et d'avoir un instrument qu'ils peuvent à peu près comprendre sans trop de lourdeur. Et je crois que cette loi a pris le parti de ne pas être parfaite, d'avoir peut-être des incomplétudes, mais de faire confiance, parce que ce n'est pas une loi de déjudiciarisation, pas du tout. C'est mettre la judiciarisation là où il faut, c'est-à-dire en amont, quand on met en place le dispositif pour espérer ne pas y recourir en aval, en tout cas le moins possible. Et comme ça a été dit, et je partage tout à fait l'opinion, puisque j'ai effectivement certains collègues qui ont eu des écritures négatives, mais je crois que j'étais un des rares à avoir plutôt une opinion positive. Je pense qu'il faut faire confiance, mais il faut déjà faire confiance en vérifiant que la famille est bien dans une situation de concorde. Parce que sans ça, c'est même pas la peine d'aller dans cette voie-là. Et c'est pas comment dirais-je, c'est pas une tutelle à petit pied, c'est autre chose comme technique. Et je dirais que c'est bienvenu dans un mouvement international où on nous dit que la technique de la représentation ne devrait plus avoir sa place. Or, on s'aperçoit, et les familles le savent, à un moment donné, il faut décider parfois au nom et pour le compte de nos proches. Je me permets juste de préciser quelque chose que j'ai oublié de dire. Il me semble qu'aujourd'hui, du coup, on peut penser le système de la protection à 3 étages réellement. C'est-à-dire qu'on a toujours ce mandat de protection future qui, un jour, finira par prendre, mais je pense que ça n'est pas dans l'esprit français que de signer des contrats pour anticiper sur... Donc, on y viendra sans doute. C'est très anglo-saxon comme logique, mais ça ne pouvait pas prendre aussi facilement qu'on a bien voulu nous le faire croire. Mais donc, il y a une protection purement conventionnelle et où on pourrait imaginer une intervention du juge au moment de la mise en place, mais où, en principe, il n'a pas à intervenir, sauf difficulté. On a ensuite un deuxième étage, qui sont ces situations familiales, dans lesquelles, justement, ce mandat de protection future n'a pas été pensé, mais où, finalement, il aurait dû être mis en place. C'est-à-dire que les conditions d'entente au sein de la famille font que l'intervention du juge, au quotidien, ou en tout cas régulièrement pour contrôler, n'est pas nécessaire. Et qu'à partir de là, le juge, effectivement, contrôle au point de départ qu'il n'y a pas de difficulté, et ensuite fait confiance aux familles, sachant qu'après, à tout moment, on peut le ressaisir sans aucun formalisme particulier en cas de difficulté. Et reste donc dans le régime des mesures de protection qu'on connaissait jusque-là, sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, exclusivement celles dans lesquelles on a désigné un tiers, pour lesquelles il est bien évidemment pas question de supprimer les contrôles, ou des familles dans lesquelles il y a des conflits, de la méfiance, etc. etc. Donc il me semble que ça crée finalement un ensemble qui est relativement cohérent. Voilà ce que j'ai oublié de dire. Excusez-moi. Merci. Moi, si vous voulez ce que je veux dire, j'en ai pratiqué 3 déjà. J'ai déjà fait 3 mandats, j'ai déjà fait 3 habitations familiales. Moi, je suis contre le mandat de protection future. J'avais déjà dit à M. le professeur Noguero quand il avait écrit dans son article dans le Dalloz 2006. Donc je le suis totalement. J'avais déjà écrit quand j'ai été appelé par la chancellerie, j'avais fait remarquer que les neveux n'étaient pas appelés. Et ça me gênait parce qu'il peut y avoir des cas où l'enfant est mort et ce sont ces enfants qui viennent par représentation. Et j'ai eu le cas. Et quand on vient me voir, il y a les 3 cas où ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Ah, nous, on ne veut pas de la tutelle. On ne veut pas de la tutelle. » Parce que la tutelle, c'était le tabou terrible, c'était la peste. Vous voyez, c'était mettre quelqu'un à l'écart de l'humanité, le mettre en dehors du groupe social, l'écarter de la vie de l'homme. Alors que s'il avait quelque chose d'autre, Évrin, la vieille maman, elle avait quand même 94 ans. Alors il faut savoir que dans 61% des cas, une mesure de protection est demandée pour la vente d'un bien immobilier, parce que les notaires sont prudents et ils ne laissent plus passer les choses comme ça. Donc ça, vous trouverez ça dans la Fondation Alzheimer de décembre 2016, dans le rapport qui a été déposé. Donc si vous voulez, 61% des cas. Donc il faut passer chez le notaire, donc il faut bien avoir quelque chose. Donc, que va faire la famille ? Moi, les 3 fois où j'aurais... Alors que je n'étais pas pour du tout. Je n'étais pas pour du tout, moi. Parce que je me disais, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas des dépôts de compte de gestion, sauf au décès de la vieille maman ou du vieux papa, où il faudra que celui qui est le protecteur remette les comptes aux héritiers. Ça reste toujours la règle. Eh bien, c'était des gens, ça faisait au moins 10 ans que les 2 ou les 3 frères ou 3 sœurs, ils s'occupaient du vieux papa
ou de l'aviez ment totalement. Et puis là, maintenant, on arrivait quand même vers 95 ans, 92, on ne pouvait plus la laisser dans la maison. On ne pouvait plus. On n'avait pas les moyens pour avoir quelqu'un en 3-8. Ce qui fait en 3-8, il faut 4 personnes à temps plein. Coût à Paris, 15 000 €, donc ça, ils ne passaient plus. Et ils disaient, va falloir qu'on vende la maison ou l'appartement, puis qu'on la mette en EHPAD, ou qu'on le mette en EHPAD. Et ils en pleuraient. Hein. Ils en pleuraient. Et ils disaient, comment on va faire? Et c'est vrai, là, je leur ai dit, on peut trouver cette solution. Alors, ils se disaient, lequel de nous trois? Ils étaient là, ils ne savaient pas lequel aller choisir. Ce n'est pas du tout leur problème. Leur problème, c'était continuer et éviter la tutelle telle qu'on l'entend. Donc, si vous voulez, je vous relate quelque chose qui est du vécu. Hein, je l'ai eu 3 fois. Et ce qu'ils demandaient, c'était simplement ça. Donc, je leur ai dit, vous tapez sur Internet, on va trouver que c'est une requête spéciale. C'est une requête spéciale. Puis, on l'a remplie ensemble. On avait le certificat médical circonstancié du médecin à l'article 431. Puis je leur dis, ils m'ont dit, alors on revient vous voir. Moi, je dis, certainement pas, c'est terminé. Si vous avez un problème, vous me téléphonerez, je vous répondrai. Mais c'est plus nécessaire. Vous voyez, c'est quelque chose de très doux. Mais c'était des gens qui étaient dans l'amour de l'autre. Hein. Et c'était quand même des gens qui avaient déjà 65, 70 ans qui venaient me voir, vous voyez. Et c'était très beau. Voilà. Donc il existe encore dans le monde des familles bienveillantes. Oui, bonjour. Alors, mon éclairage aussi de praticien à la question, est-ce que c'est une simplification? Moi, pour ma part, je considère que oui, et en tout point. Une simplification s'agissant de la procédure, on aura certainement l'occasion d'en parler un peu. Elle est proche de la procédure qu'on connaît pour les mises sous protection classique, mais un peu plus simple toutefois, avec un écueil, en revanche, s'agissant de l'audition du majeur, parce que je pense qu'on aura cette discussion-là à partir du moment où c'est pour des situations où la personne est hors d'état de manifester sa volonté, à partir du moment où on sait la pratique des médecins experts de faire des certificats médicaux circonstanciés au terme desquels ils indiquent que l'audition est susceptible de ne rien apporter ou de porter atteinte à leur santé, qu'on s'engouffre un peu trop dans la facilité pour les juges des tutelles, et peut-être qu'on pourra avoir l'éclairage de Mme Pecker là-dessus, sur la non-audition. Et là, pour moi, c'est un peu l'écueil, parce que c'est quand même une mesure de protection importante. Et je pense que si la loi de 2007, elle a apporté quand même quelque chose d'important, c'est la place donnée aux majeurs, et je pense qu'il faut que ça la reste malgré cette mesure nouvelle. Simplification aussi post-mesure. Ça, on l'a déjà abordé, mais parce qu'effectivement, pas d'inventaire, pas de compte de gestion. Attention toutefois, ça ne veut pas dire pour moi, et en tout cas c'est le conseil que je donnerais aux personnes habilitées, qu'il ne faut rien faire et rien tenir en termes de comptabilité, parce qu'il y a la vraie question de la responsabilité, on en parlera aussi. Donc je pense que certes, il ne faut pas rendre sa copie tous les ans au greffier, mais il faut faire le travail un peu vétilleux de pointer pour se prémunir le moment venu d'une mise en cause de sa responsabilité, ou en tout cas de pouvoir s'en expliquer. Mais je pense que c'est quand même plus confortable de le faire à son rythme et sans avoir la contrainte de déposer un compte de gestion en bonne et due forme tous les ans. Je pense que c'est une simplification qui est vécue par les familles, qui effectivement, ça je pense qu'on a une expérience commune là-dessus. Les familles sont très très réticentes aux mises sous protection, aux mises de tutelle. On a beau avoir changé le wording, parler de vulnérabilité, pas d'incapacité, de vraiment plaider, d'être des militantes pour faire adhérer au fait que ces mesures sont des mesures de protection. On n'y est pas encore arrivé, et pour les familles, c'est très très régulièrement insurmontable d'en passer par là, et c'est vrai que ça donne du confort d'avoir cette nouvelle option. Ça manquait dans le paysage. Simplement, il faut la connaître. Voilà. Donc ça, on a une responsabilité des professionnels d'intégrer ce mécanisme et de le proposer, sous réserve qu'on vienne nous solliciter, parce que la frustration de cette matière, c'est la très faible présence de l'avocat depuis toujours, et en particulier du coup sur ces dossiers. Je pense que c'est vécu aussi comme une simplification. Là, je parle pour le juge des tutelles, mais parce que c'est aussi, à partir du moment où c'est ordonné, et si ça fonctionne, la satisfaction de pouvoir se concentrer sur des dossiers plus compliqués. Et on sait le poids des cabinets, des juges d'instance, de telle sorte que je pense que pour eux aussi, ils vont être très, très accueillir favorablement cette mesure. Modernisation certainement aussi, dans la confiance qui est donnée aux familles. Et effectivement, dans nos cabinets, la plus grande partie des dossiers qui nous arrivent, c'est des dossiers compliqués, qu'on prend
conflictuels ou à très fort enjeu avec des dimensions patrimoniales, mais pas seulement. Effectivement, les personnes en situation de vulnérabilité ne sont pas que des proies abusées, c'est des personnes qui ont besoin d'être aidées et les familles souvent sont extrêmement dévouées. Et donc je pense que c'est satisfaisant pour toutes ces familles et moderne de leur faire confiance après l'expérience du tout contrôle de la loi de 2007. Voilà mes premiers propos sur la simplification-modernisation. Merci. Quand on intervient le dernier, on risque de se répéter. On peut aussi s'opposer. Alors, je vais faire les deux. Je vais aller tout à fait dans le même sens que les opinions exprimées par rapport à l'habilitation familiale et par rapport à l'exemple de Florence. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et là, je m'adresse surtout de ce côté-là aux notaires, où de temps en temps, dans ce schéma classique de la vente de la résidence principale de la mamie qu'on place en maison de retraite, on connaît bien les clients depuis 20 ans, on connaît bien les enfants, tout le monde s'entend bien, et où de temps en temps, on acceptera peut-être une signature qu'il n'eût pas fallu accepter parce qu'on se dit qu'on ne fait pas vraiment de mal, mais on n'est pas en règle. Ben là, vous avez peut-être une opportunité d'utiliser un instrument sécurisant. Et j'ai échangé ce matin avec le professeur Negoro. C'est vrai que j'avais écrit que je pensais qu'en pratique, on devrait démarrer beaucoup plus facilement par l'habilitation spéciale, parce qu'on est tout à fait dans le scénario que Mme Pékin, c'est-à-dire vraiment le seul bien à vendre. Le juge va décider d'une habilitation spéciale pour vendre et placer les fonds destinés à la maison de retraite, et c'est fini, il n'y aura plus rien à faire. C'est bien pour tout le monde. Donc je vais tout à fait dans le même sens que vous, et je pense que l'habilitation spéciale peut parfaitement trouver sa place. On dit souvent qu'une réforme marche ou foire parce que les praticiens, avocats, notaires, la font ou pas fonctionner. C'est un véritable appel aux praticiens de terrain, parce que si vous ne faites pas la promotion auprès de vos clients, ça ne décollera pas, puisque vous avez compris que le juge ne le saisira pas de lui-même, qu'il vous faut une initiative familiale, on aura l'occasion d'en reparler. Donc là, il y a un véritable travail de pédagogie. Là où j'aurais un petit regard divergent, et je ne sais pas pourquoi ce pauvre mandat de protection future est victime d'une espèce de réputation que je considère comme complètement inexacte. Je vais déjà parler de l'échec. D'abord, c'est en 2009, nous sommes en 2017. Un tel bouleversement et telle nouveauté qui n'est pas encore donné, me dirait-on, des résultats extraordinaires, ça ne me choquerait pas, c'est fait pour la vie, on voudrait toujours avoir des résultats tout de suite. Deuxièmement, on sait tous, et on a bien vu avec les premiers contentieux, qu'il vaut mieux faire un mandat de protection future à un moment où la personne est sûre de sa capacité. Donc peut-être que c'est dans 5, 10 ou 15 ans que je vais savoir combien de mandats de protection future se sont mis. Troisièmement, on n'a pas jusqu'à présent de mesure de publicité. On devrait, depuis la loi vieillissement de décembre 2015, avoir une mesure de publicité des mandats non mis en œuvre, sauf qu'ils n'ont pas encore commencé le début du début. Ils vont peut-être faire un appel d'offres, savoir comment ça se fait. Ça fait déjà 18 mois. Donc je veux dire qu'on voudrait, et il faut se rappeler, si vous regardez les débats parlementaires, c'est que la chancellerie s'est battue bec et ongle contre toute idée de mesure de publicité. C'est les parlementaires qui, par amendement, l'ont fait voter. Donc il y a une véritable réticence de principe. Je laisse de côté tous les défauts qu'on pourrait faire, ce n'est pas l'objet du mandat de protection. Mais ensuite, donnez-moi les statistiques des mandats de protection future, par exemple reçus par les notaires. Nous ne pouvons pas le faire puisque c'est impossible, des mandats reçus non mis en œuvre. Vous ne pouvez pas le mesurer. Mais je dirais tout bêtement, je suis dans mon ancienne étude à la veille de Noël, je passe à l'étude et je regarde leur répertoire. Ce jour-là, dans l'étude où je travaillais, il y avait 3 mandats de protection future qui étaient reçus. Je fais beaucoup de formations chez notaires. Je puis vous dire que depuis 2 ans, il y a un virage complet qui est en train de se produire. Je vois des notaires dans la salle qui approuvent. Je puis vous dire que nous sommes en train d'avoir une augmentation considérable des mandats de protection future, mais qui ne sont pas encore mis en œuvre. Quant à ceux mis en œuvre, sauf erreur de ma part, les dernières statistiques publiées par la chancellerie datent de 2012, ou 2013, ils n'ont pas été foutus de nous en sortir depuis. Et quand vous regardez le bilan Infostat cette année des mesures de protection, il n'y a pas une ligne là-dessus. Donc je veux dire, ils ne veulent pas. Donc quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Je considère que, je ne parle pas des défauts, des avantages, mais je dis quand ça ne marche pas, je me permets de vous dire, ce n'est pas ce qui est en train de se passer sur le terrain, et je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant que dans
assez peu de temps, on le verra. Et qu'à la limite, l'habilitation familiale, pour ceux qui ne seraient pas très favorables, je vais dire, écoutez, justement, c'est peut-être l'occasion de mettre un mandat de restructure en place. Et personnellement, j'ai publié encore tout récemment un article pour dire, dans un cadre familial, c'est peut-être la meilleure solution, justement, quand la famille s'entend et où, je suggère, moi, puisqu'on a une grande liberté contractuelle, c'est d'impliquer tous les membres de la famille. Parce que souvent, on ne va pas vouloir désigner un enfant comme tuteur ou autre parce qu'on a l'impression d'exclure les autres. Avec le mandat de restructure, je vais pouvoir investir un enfant et confier une mission de contrôle et de surveillance aux autres puisque j'ai une totale liberté et donc impliquer toute la famille. Mais ce n'est pas l'objet du débat, mais simplement je voulais me mettre un petit peu en défenseur d'un outil qui, je vous le promets, sur le terrain est en train de commencer à bien marcher. Mais on le saura dans 10 ou 15 ans, à mon avis, pas avant. Il faut savoir que pour l'instant, la moitié des mandats de protection future sont annulés par les tribunaux. Ah, c'est ce qui a été marqué à la chancellerie, j'ai vu dans le Dalloz. On n'a pas de... Mais enfin moi, en tout cas, le sens de mes propos n'était pas de pour ou contre. C'est pas pour ou contre le mandat de protection future, c'est qu'il nous semblait qu'aujourd'hui, ça n'était pas un instrument suffisant. Moi, c'était plutôt dans ce sens-là. Et comme je le disais bien, il me semble que l'habilitation n'exclut pas le mandat de protection future, mais c'est quelque chose pour compléter plutôt. Je pense. Et je vais même rajouter, je pense qu'on s'est mal compris, pour moi, ce ne sont pas les mêmes clients. Pour le mandat de protection future, c'est quelqu'un qui doit avoir le besoin d'anticipation et qui a déjà l'habitude de faire gérer son patrimoine. D'où l'anticipation et d'où les nullités quand on le met en place au dernier moment parce qu'on n'a pas anticipé. Mais je disais qu'on a beaucoup vanté à son arrivée le mandat de protection future, y compris les notaires d'ailleurs. Puis il y a eu un grand coup de frein, très grand coup de frein, parce qu'il y a eu des imperfections techniques. J'en prends une au hasard, la publicité évidemment. Et l'arrêt du 4 janvier dernier montre la faille principale, puisque c'est quelqu'un qui est allé devant un juge pour faire ouvrir une tutelle et le mandataire présent avec le mandant n'a pas dit qu'il y avait un mandat de protection future. Ensuite, il y a une autre chose, mais on n'est pas allé au bout d'une logique, et je prends votre dernier écrit parce que j'ai moi-même écrit là-dessus, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de la logique. On refuse en France de créer une incapacité par voie conventionnelle. Mais on ne pourra la créer que si on met d'abord le juge au stade de l'homologation. Et on rejoint l'habilitation familiale, puisque ce qui compte quand on veut déjudiciariser, c'est de faire intervenir le juge pour valider le système qu'on met en place pour avoir de la sécurité juridique. Donc on partage la même opinion, ce n'est pas un instrument pour le même public, c'est un instrument perfectible parce qu'il faut encore l'améliorer pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse simplement exister au regard de la subsidiarité. Et je dirais, en articulation de ce qu'on a dit ce matin, il y a une règle qui est totalement stupide dans le mandat de protection future, disons-le, c'est qu'on peut y mettre fin si les règles du régime matrimonial ou du régime primaire sont suffisantes. Si on a pris la peine d'anticiper, pardon, quelle stupidité. Faisons-le avant, faisons de la vraie subsidiarité, mais pas pendant. Voilà. Je vous rejoins tout à fait. Je crois qu'on parlera de publicité tout à l'heure et j'y reviendrai. Il y a simplement, quand on est l'instrument et dont on aurait pu parler, et là aussi on peut se demander pourquoi ça n'a pas marché, c'est la sauvegarde de justice autonome, qui était, par rapport à l'habilitation spéciale, un outil intéressant et qui reste donc un outil intéressant dans un exemple comme le vote Florence, où je ne pourrais pas faire une habilitation finale parce que je n'ai pas un lien de parenté suffisant, mais je pourrais avoir recours à la sauvegarde de justice autonome avec désignation d'un mandataire. Une vraie difficulté, la sauvegarde de justice autonome, c'est qu'elle est rendue par jugement, en fait, et qu'une fois qu'elle est mise en place, si jamais on a oublié un acte, il faut reprendre Oui, mais pour l'acte, on était dans l'exemple de la maison de retraite, juste pour vendre le bien, ça peut me suffire. Sauf que parfois, derrière, les gens disent qu'il n'y a qu'à vendre le bien, sauf qu'il va y avoir un problème pour placer l'argent. Oui, voilà. Alors, je voulais le dire, moi j'ai fait 3 requêtes dans ce sens-là, Madame le Président, et je me suis fait jeter les 3 fois. Alors c'est vrai, bon, c'était à titre principal, alors à titre subsidiaire, je demandais une tutelle, quoi, donc j'ai obtenu la tutelle. Mais c'est vrai que cela aurait suffi, on va dès la maison, je demandais le placement des fonds, et puis c'est tout, pour payer l'EHPAD. Mais c'était élémentaire, mon cher Watson, hein, on en était à ce niveau-là. Bon, moi je l'ai perdu 3 fois, j'ai pas essayé à 4e, Madame le Président, j'ai compris. Hein. Moi, je l'ai essayé et plusieurs fois, ça m'est revenu 8-10 mois plus tard parce qu'on avait mal calibré le système et que du coup, après, c'est très très lourd. Alors que l'habilitation... Non, il n'y avait pas d'avocat à mettre, d'accord, mais ça... Et alors peut-être juste par rapport à la simplification, une dernière chose à dire, non, ça ne simplifie pas du tout le travail du juge en réalité parce que la procédure a très mal été conçue. Puisque... si on y revient, je le dirai après alors. Non, mais peu importe. Je voulais simplement
apporter une autre précision puisqu'on a fait comparaison mandat de protection future, habilitation familiale. Les UDAF font aussi des mandats de protection future et qui servent pour des personnes qui sont dépourvues de famille. Voilà, donc je pense que, alors il y a l'aspect, je vous rejoins complètement, anticipation qui est très importante normalement dans le mandat de protection future, même si malheureusement certaines personnes les ont souscrits un peu trop tardivement et c'est ce qui crée le contentieux. Mais bon, parce que ces personnes étaient déjà âgées quand on a mis en place le mandat de protection future aussi, donc voilà. Donc il y a cet aspect anticipation, mais il y a aussi l'aspect personnes isolées. Le mandat de protection future, ça peut permettre à certaines personnes qui sont isolées d'avoir un outil, d'être sûr qu'elles seront prises en charge. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille et de pouvoir peut-être bénéficier de l'habilitation familiale. Voilà. Alors bon, comme Madame Pecker a commencé à rebondir sur la procédure, je vais effectivement vous laisser la parole. Alors c'était la question sur le programme, vous voyez, les règles procédurales révèlent-elles des vices de conception, puisque ça fait partie des reproches qui ont été adressés à cette nouvelle mesure. Merci. Alors moi j'ai pas eu l'occasion de la pratiquer en tant que juge des tutelles sur le terrain, puisqu'entre-temps je suis parti à la cour d'appel, donc malheureusement je n'ai pas mis en œuvre moi-même. L'une des principales difficultés, me semble-t-il, c'est-à-dire que nous ce qu'on souhaitait, c'était que ça soit une nouvelle mesure comme les tutelles et les curatelles, et que dans le lot des mesures proposées, le juge puisse ensuite orienter en fonction de la situation qui lui était présentée, soit vers une habilitation familiale, une sauvegarde de justice, une tutelle ou une curatelle. Ça n'est pas le choix qui a été fait au niveau de la chancellerie, et on a donc deux procédures qui sont parallèles en fait. C'est-à-dire que les conditions de saisine ne sont pas exactement les mêmes, et théoriquement, si le juge des tutelles est saisi d'une demande d'habilitation familiale, il ne peut pas basculer sur une mesure de tutelle ou de curatelle, et réciproquement. Et à ça s'ajoutent des difficultés alors, qui sont très internes et très pratico-pratiques, d'absence de mise à jour correcte, ou en tout cas très tardive, du logiciel qui permet d'enregistrer ces mesures. C'est-à-dire, non mais pour vous donner une idée, ça a très très vite pris. C'est-à-dire très très vite, les familles et juges du tutelle se sont mis à proposer, je sais que sur Quimper, par exemple, ils sont à 15% des nouvelles mesures qui sont prononcées sous forme d'habilitation familiale. Il a fallu attendre plus de 8 mois pour qu'on ait la possibilité d'enregistrer informatiquement ces procédures. Voilà, donc c'est une autre difficulté, ça paraît très anecdotique, mais au quotidien, c'est particulièrement pénible à gérer pour les collègues. Sur les détails techniques procéduraux, peut-être qui peuvent venir après, je vous laisse peut-être la parole. Alors, effectivement, il n'y a pas de... Il faut que vous pensiez que lorsque le projet a été pensé en plusieurs moutures, à l'origine, il y avait la fameuse passerelle. Mais à l'origine, le texte, il ne faisait pas 12 dispositions dans le Code civil, il en faisait quasiment 30. Donc si vous vouliez décourager les familles par quelque chose de complexe, c'était l'idéal, c'est-à-dire personne ne s'en serait servi. Donc on a simplifié, on a supprimé la passerelle. Mais il y a d'ailleurs une critique de certains juges là-dessus, mais c'est assez simple. Si vous avez une mesure judiciaire qui est déjà en place, qui est déjà déclenchée, vous demandez, puisque vous pouvez le faire à tout moment, à la faire cesser et vous enclenchez sur autre chose. La difficulté, c'est à l'origine, quand vous ouvrez. Quand vous ouvrez, premier élément commun, le certificat médical, c'est le même. Donc il n'y a pas de difficulté en termes de démarche et de coût. En revanche, les personnes qui ne sont pas les mêmes, ce sont celles qui peuvent saisir le juge, puisque seuls les proches qui sont habilités, et on a oublié les neveux et les nièces, et on a oublié aussi que c'était une population en vieillissement, et que ce n'est pas les tantes et les oncles qui vont s'en occuper. Mais bon, ça, par parenthèse. Donc il faut faire très attention. Les mêmes personnes peuvent être celles à l'origine de la saisine d'une tutelle ou d'une curatelle ou d'une sauvegarde, mais il y a une légère différence pour l'habilitation familiale, sachant qu'en pratique, c'est quand même la plupart du temps les mêmes. Vous allez retrouver un descendant, vous allez retrouver, ça peut être un ascendant, un frère ou une sœur, et ça peut être aussi le procureur de la République, à la rigueur, comme roue de secours, qui ne peut pas agir d'office, comme ne peut pas le faire le juge, donc là on retrouve les grands principes, mais qui peut le faire sur la demande d'un des proches. Pour quelle raison? Très bête, parce que le procureur ne peut pas le faire d'emblée, parce qu'il faut que la famille soit d'accord pour cette démarche, et donc il faut qu'elle se soit entendue pour aller vers cette démarche et pour choisir la personne habilitée. Ce qui explique, et là je rends par anticipation une critique que vous avez pu émettre, mais qui est juste dans le principe, c'est que le majeur lui-même ne peut pas saisir le juge. Et il ne peut pas saisir le juge, mais c'est dans les textes. Pourquoi? Parce qu'en pratique, dans l'état dans lequel il n'aurait certainement pas fait. Et ensuite, il faut une concorde familiale. Et donc, il faut que sa famille, avec lui, s'entende. Et donc,
il ne va pas saisir juridiquement, mais il va être aussi dans cette entente familiale pour arriver là. Là où c'est plus ennuyeux, et là je vous rejoins complètement dans la dernière note que vous avez pu écrire, c'est qu'il n'a pas de pouvoir pour demander une modification ou, je dis bien dans les textes, ou la fin de la mesure. Mais là on retrouve les principes généraux. Je ne crois pas qu'un juge qui serait saisi franchement par un majeur qui lui demanderait de prononcer la main levée d'une habilitation familiale serait gêné par les textes que nous avons. Je pense qu'au nom des principes directeurs, il ne pourrait pas refuser ce genre de requête. Et alors, sur la procédure, elle est à peu près calquée sur celle qui existe en tutelle et curatelle, avec quelques failles. Alors, quelques failles, on a parlé de l'audition. L'audition de principe est prévue. Alors, on y reviendra quand on parlera d'une des conditions d'ouverture qui est hors d'état 2. L'audition est prévue. Autrement dit, ça s'adresse a priori à un public très large du point de vue de l'altération des facultés. Mais elle est écartée pour des problèmes soit de santé, soit de pertinence de l'audition elle-même. Évidemment, là, ici, on retrouve finalement le même dispositif que pour les autres mesures et on retrouve le même problème pratique, c'est le temps que peuvent avoir les juges, évidemment, les pratiques de terrain, mais là, c'est plus de la loi, si j'ose dire. Là où c'est plus ennuyeux, je dirais... c'est sur la consultation du dossier, où on nous dit dans les textes, parce que c'est la fameuse législation par renvoi, et vous savez quand vous faites des renvois, soit vous oubliez, soit vous ne faites pas sciemment le renvoi, on a oublié la consultation du dossier. Alors évidemment, tout le monde est tombé à bras raccourcis sur le législateur, mais je veux dire, comment on a fait avant la loi de 2007 pour consulter le dossier ? Jurisprudence de la Cour de cassation, au nom des principes procéduraux et des garanties procédurales, l'avocat et le majeur peuvent accéder au dossier. On va faire pareil. Texte en moins, le temps qu'il le corrige. Autre chose aussi, c'est, les personnes simplement habilitées qui peuvent saisir le juge en cas de difficulté. Mais... c'est oublier que tout tiers en fait pourra saisir le juge immédiatement. En faisant comment ? En demandant au procureur, en faisant des signalements au procureur. Donc on a voulu, vous voyez, quelque chose qui est simple, avec quelques scories. J'ai noté qu'il y a un renvoi qui est fait quand, par exemple, on doit auditionner les tiers. Le principe est l'audition des tiers. Et ils peuvent venir en personne, ce que je conseillerais à tout juge de faire, surtout dans ce genre de mesure où il doit peser la concorde, puisqu'il doit peser soit qu'il y a une adhésion de la famille à la mesure et à la personne choisie pour exercer la mesure, soit tout du moins, si on n'a pas ça, qu'il n'y a pas d'opposition légitime. C'est-à-dire, en gros, toute la famille est d'accord, sauf un emmerdeur, mais qui n'est pas dans l'intérêt du majeur protégé. C'est ça. Là où le texte est souple, c'est-à-dire qu'on entend les gens, où ils peuvent se manifester par écrit. Imaginez qu'ils soient éloignés géographiquement, ce qui n'est pas aberrant dans le monde dans lequel on vit. La seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est une dérive des juges qui se passerait de toute audition des proches et qui passerait systématiquement par l'écrit. Mais je crois qu'il faut faire là, du coup, dans une loi qui est de déjudiciarisation, et ce qu'elle a laissé au juge, c'est justement pour qu'il fasse attention à ça et qu'il procède aux auditions, sauf cas de force majeure d'un enfant éloigné qui vivrait en Australie et qui ne va pas faire le retour pour une habilitation spéciale, évidemment, à délivrer. Mais vous voyez que la procédure, elle est assez calquée. Les imperfections textuelles sont très faciles à corriger parce que la pratique fait, vous voyez, on ouvre, on passe à l'autre mesure, on fait jouer une subsidiarité qui existe là. Il y a une priorité du mandat de protection future. Attention, on ne peut pas faire un mandat de protection future quand on est en habilitation familiale, mais s'il a été mis avant, et avec la nouvelle politique de la Cour de cassation, on privilégie l'instrument conventionnel. Et du coup, la procédure, je dirais, techniquement, n'est pas très éloignée de ce que l'on connaît, avec quelques spécificités et quelques renvois. Il peut y avoir des mesures d'instruction au milieu. La seule chose, c'est que c'est le rôle du juge, mais ça on y reviendra, c'est un autre thème, je crois, des questions. C'est le rôle du juge qui change un peu pour aller vérifier cette adhésion. Il va peser le pouls dans la famille, voir s'il y a cette concorde. Pas de concorde, pas d'habilitation familiale. On passe à autre chose. Moi, je suis toujours l'affreux canard. Alors, je vais vous raconter, donc, c'est l'audition du majeur protégé qui est au cœur du dispositif de la loi de 2007, Patin-Couffin. Quand j'avais été auditionné par la chancellerie en 1999 dans le cadre du rapport Favard, on était à 47% simplement de personnes qui étaient auditionnées. Donc 53 n'étaient pas auditionnés. Vous voyez, bon, voilà. Donc on s'est dit on va faire des progrès faramineux. Eh bien maintenant on est à 50.
Vous voyez ? Donc, en obligeant l'audition du majeur protégé, on a gagné 3 points. C'est peut-être pas beaucoup. Donc, si vous voulez, d'autant plus que dans ce cas particulier, le majeur à protéger, il est particulièrement lourd sur le plan psychiatrique. Hein. Il est hors d'état d'exploser sa volonté. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est en Alzheimer ou qui est dans le coma ou qui est très, très atteint sur le plan de la volition. Donc, j'ai un problème sur l'audition. Madame la Présidente, je vous le dis, moi, je suis pour l'audition. Même quand j'ai des ordonnances dans mes dossiers de non-audition, je fais le maximum, même si c'est mon adversaire, à ce qu'il soit auditionné. Parce que j'ai un petit problème, il n'y a pas de médecin dans la salle, non, bon d'accord, je peux y aller. Eh bien, il y a souvent beaucoup de médecins qui font des certificats des ordonnances, qui font des certificats en indiquant qu'il n'est pas nécessaire d'auditionner la personne. Or, on s'aperçoit que bon, si sur le moment la personne n'est pas auditionnable parce que bon, elle a un petit grain ou elle a un problème, ou si une personne âgée c'est à 8h du matin, mais à 11h30 ça va mieux, donc c'est un problème d'horaire ou un problème de temps, eh bien dans un autre contexte, quelques mois plus tard, 2 ou 3 mois, on peut peut-être l'auditionner. Donc c'est vrai, comme le dit le professeur Nogueiro, le rôle du magistrat, le rôle du juge pour garantir la liberté fondamentale de cette personne, c'est nous plus tard. Hein. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui disent c'est moi dans 50 ans, mais il y en a d'autres dans la salle, je le vois et moi j'y suis, il me dit dans 10 ans j'y suis. Hein. Donc je défends mon bout de gras, enfin bon, il faut voir l'intérêt. Eh bien c'est ça. C'est pour moi, il devrait y avoir une audition obligatoire et s'il est indiqué qu'il n'est pas obligatoire, que le juge se déplace, il a le droit de se déplacer dans l'intégralité de son département pour auditionner. Et moi, je l'ai obtenu en cours d'appel. Ça a fait 200 km, mais il s'est allé l'entendre. Voilà. Alors, quelques observations aussi sur la dimension procédure. Enfin, sauf erreur, je parle sous votre contrôle à tous, mais il y a un point qui n'est pas repris s'agissant de cette mesure, c'est le passage par le parquet. Alors que lorsqu'il y a une demande de mise sous curatelle ou de tutelle, à l'issue de l'instruction, le juge des tutelles, il envoie le dossier au parquet, donc il faut qu'il arrive jusqu'au service concerné. Le parquet regarde, donne un avis, ça redescend et c'est seulement après qu'on a une décision. Cette phase-là n'est pas reprise dans le texte et donc je pense que ça a une vertu, c'est du coup diminuer, économiser ce temps-ci et finalement arriver plus vite à une décision prévoyant l'habilitation. Autre remarque sur la question de la passerelle qui est effectivement manque. Je ne sais pas si vous avez été témoin de ça. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu parce que ce n'est pas un dossier à moi, mais ça résulte d'une discussion que j'ai avec un juge des tutelles. Je sais que dans certains TI, la pratique est la suivante. Lorsqu'il y a une requête qui est déposée donc avec un certificat médical circonstancié qui conclut à la nécessité d'une curatelle ou d'une tutelle, à l'occasion de l'audition des requérants, proche, le magistrat suggère finalement, s'il considère que la situation familiale qui lui est décrite permettrait de recourir à l'habilitation familiale, le suggère. Et à l'occasion du PV d'audition ou dans la foulée, finalement, c'est une autre requête qui est déposée. Et finalement, ils ouvrent un second dossier. Donc ça fait un peu de popote, hein, effectivement. C'est la cuisine, ouais, voilà. Donc il y a un deuxième dossier, ils font des copies du temps de travail en plus. Voilà. Ils dupliquent le certificat médical circonstancié qui était dans le dossier numéro 1, glisse dans le dossier numéro 2. Le dossier numéro 1, il suit son cours parquet, mais désistement. Et finalement, la décision, elle est rendue sur le dossier numéro 2 et c'est une habilitation familiale. Ça va durer quelques temps. C'est un peu lourd, effectivement, pour le juge, pour son greffe. Ça ne simplifie pas la tâche tout de suite. Mais voilà, c'est une ficelle aussi. Du coup, on ne grille pas complètement la possibilité d'avoir ce type de mesure. Pour l'instant, on a ça et on a après la difficulté, comme la mesure n'est pas connue en l'état, c'est assez infernal pour les juges des tutelles parce qu'en réalité, les banques refusent d'appliquer ces décisions, les notaires ne comprennent pas forcément très bien de quoi il s'agit. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, ça simplifie pas en réalité le travail de qui que ce soit dans le quotidien, mais on devrait y arriver parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une mesure qui prend vraiment beaucoup. Donc voilà.
troisième remarque sur la consultation, effectivement, c'est un vrai sujet pour les praticiens, la consultation du dossier. Pareil, expérience terrain. Moi, le retour que j'ai des juges des tutelles, c'est qu'ils me disent, je ne vois pas très bien comment je pourrais faire moins, ne pas donner l'accès au dossier, faire moins que ce qui est prévu par les textes s'agissant des mesures de protection classiques. Donc, il n'y a pas eu de difficulté encore. S'agissant finalement de circonstances dans lesquelles les familles sont très ramassées, donc voilà, la famille, ils sont requérants, et finalement il n'y a pas un électron libre qui n'a pas été informé, avisé, qui n'a pas accès direct et du coup qui a la contrainte de venir se consulter le dossier. Si non, ça mais se en plus, présentait... on doit envoyer la requête avec la convocation en principe, parce que je pense que les collègues ne font pas, parce que ça coûterait une fortune à l'État, mais le texte prévoit que la requête doit être envoyée, et la requête, elle comporte la requête, le certificat médical, etc. Donc théoriquement... Vous envoyez la copie du certificat. Théoriquement, je dis bien théoriquement, le juge, la convocation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle est jointe une copie de la requête. La requête indique ceci, elle comporte, alors après tout dépend si ce que signifie le certificat médical, etc., etc. Donc ça c'est une ânerie absolue parce que on va pas envoyer des certificats médicaux comme ça à travers toute la France. Et en plus, je veux dire en termes de coût d'envoi, si on fait toute la famille, c'est énorme. Mais en fait c'est pour ça. C'est que ça n'a pas été calqué sur la procédure comme ça aurait dû des tutelles, mais sur je ne sais quelle autre procédure qui est idiote. La seule chose pour le dossier, c'est que sur le principe, il n'y a pas de difficulté, c'est sur les modalités, comme c'est pas réglementé. Oui. Sur les modalités, les juges se caleront. Sur ce qui se passe Ouais. en tutelle. C'est ce que je comprends. Oui, mais par exemple, si moi j'ai comme client la franc-merdeur dont vous parliez, monsieur le professeur, moi j'attaquerai sur la procédure. J'ai pas ma requête, j'ai pas mes pièces, j'ai pas mon certificat médical. Mais donc si vous attaquez là-dessus, vous ne passez pas par l'habilitation Ouais, familiale. ça oui, terminé. mais si j'ai une habilitation familiale qui m'a été quand même rendue, eh bien j'irai en appel. Et à ce moment-là, on repartira sur l'autre mesure. Et là, je demanderai à avoir la tutelle. Je suis l'emmerdeur. Bon, c'est pour vous expliquer, hein. Ouais. Observation sur le certificat médical circonstancié qui vaut pour cette procédure, qui vaut pour d'autres. C'est vrai qu'on demande à nos médecins experts, entre guillemets, finalement, de proposer une mesure sur laquelle ils ont un degré d'information qui est limité. Moi, je plaide pour des réunions, des formations et des réunions entre médecins et magistrats pour que ça coche. Je plaide pour que les médecins fassent leur travail de médecin et les magistrats leur travail de magistrat. Ce que je demande aux médecins, c'est de caractériser l'altération des facultés et, le cas échéant, de donner un avis sur l'assistance ou la représentation. C'est pas au médecin de dire s'il faut une curatelle, une tutelle, une habilitation familiale. Mais ils le font et c'est parfois problématique parce qu'ensuite, quand le juge des tutelles vient derrière et constate une difficulté qui n'a pas été perçue par le médecin et pour cause ça n'est pas son travail, ça pose des difficultés parce qu'on dit non, le médecin vous a dit ceci, mais moi je vous dis cela, et l'assistante sociale elle avait dit encore autre chose, et le notaire une quatrième, et les gens finissent par ne plus savoir qui croit. Donc si chacun fait son travail, les choses sont beaucoup plus simples. Je crois que la Cour de cassation vient de délivrer un message très fort à ce sujet en leur disant, toi médecin, tu me dis s'il y a une altération, et moi juge, je fixerai la durée de la mesure. Voilà. Avec alors, le problème, j'enseigne dans 2 DU médicaux à Paris, donc à chaque fois je suis devant 50 médecins. Eh bien, ils font des certificats médicaux circonstanciés de l'article 431, ils ne savent pas ce qu'ils rédigent. Ils sont incapables de savoir que c'est qu'une tutelle ou une curatelle. Alors une habilitation, c'est même pas la peine d'en parler. Donc en fait, c'est tout en amont du processus, alors que la loi existe depuis 10 ans, qu'il n'y a pas eu de formation au niveau du corps médical. Donc la question, elle est aussi là, à mon avis. Mais avec la rédaction particulière des textes sur l'habilitation familiale qui vise la situation de la personne hors d'état de manifester sa volonté. Donc voilà, il est censé se positionner sur cette question-là, effectivement. Dernier sujet, effectivement, je rejoins complètement Florence sur la nécessité, au-delà du texte, en pratique, qui est audition du majeur, dans la mesure où, dans tous ces textes, il n'est pas fait référence au souhait du majeur, au fait de s'intéresser à son sentiment, à sa volonté exprimée. C'est qu'on retrouve des indications que l'on retrouve. Ouais, et ça a disparu. Ça a été un projet, mais ils ont allégé au point que pour remplacer par la notion d'intérêt qui, à mon avis, comprend ce genre de choses, notamment dans la pratique judiciaire moderne. Mais pour vous dire, parce que on est là encore sur une mesure consensuelle. J'imagine pas une seconde qu'un juge des tutelles, même si tous les enfants sont d'accord, si la personne protégée vient dire non mais moi je déteste mes enfants, j'ai pas envie qu'ils soient nommés. Voilà, parce que je veux dire, moi, pourquoi je réagis à ce... oui, mais parce que mais ils écrivent les gens après. Moi j'ai jamais vu ça. S'ils sont hors d'état de manifester, c'est très compliqué. Enfin moi, j'ai un
LGBTI. Vous voulez dire qui serait tétraplégique et dont personne ne se préoccuperait. Enfin, ça me semble. Ouais, non, je pense qu'on a une expérience commune avec Florence là-dessus. Le nombre d'ordonnances de non-audition, c'est une proportion extrêmement importante. Et parfois dans des situations, et on est franchement, contre l'autre. voilà. Pourtant, tous les deux, on le demande. Peut-être dans des idées différentes, mais le respect du majeur protégé, ça existe. Voilà. Et pour vous dire, j'ai interrogé un juge des tutelles proche couronne Paris. Il y a 7 dossiers actifs, 7 dossiers dans lesquels il n'y a pas eu d'audition du majeur. Donc, voilà. Peut-être que la famille peut être le témoin des souhaits du majeur. C'est pas un problème du texte, c'est un problème de la pratique. Mais je trouve que c'est d'autant plus fort que le texte ne fait pas référence. Ah oui, oui. Ouais, mais c'est ce qu'il dit aussi. Vu que dans le texte, là, il n'est pas référence à la nécessité pour le juge de vérifier le souhait, de vérifier la volonté du majeur. Je crois que dans l'idée de simplification, le texte, il n'a pas tout détaillé. L'idée, c'est que les familles puissent visualiser un dispositif facile qui leur fait fuir l'idée de lourdeur de la tutelle. Oui. Et je dirais que même les universitaires ont beaucoup aussi, ou le grand public a beaucoup de mérite finalement à aller vers la protection, parce qu'on n'arrête pas de lui dire tu mets sous protection, mais tu lui amputes sa liberté, tu le dessaisis, tu t'occupes plus de lui, tu lui en veux. Non, il faut peut-être, dans une société qui va passer au papy-boom dans pas très longtemps, il faut peut-être commencer à dire aux gens que pour s'occuper des gens et sécuriser ce qui va se passer, il va falloir mettre en place des procédures. Ça s'appelle tutelle. Tant mieux, ça parle aux gens. Alors on pourrait parler de la protection des majeurs vulnérables, mais je crois que tutelle, ça parle à tout le monde. Pardon. Cela dit, voilà ce que j'avais identifié moi comme point complémentaire. J'ajouterai un complément sur un tout autre registre auquel j'ai fait brièvement allusion tout à l'heure. Une fois que mon habilitation est décidée, les mesures de publicité, puisqu'il faut bien qu'on le sache. Or, elles ne sont prévues que pour l'habilitation générale. Il n'y a aucune mesure de publicité pour l'habilitation spéciale. Or, même le professeur Maria a très bien indiqué dans ses propos introductifs que c'est une mesure incapacitante et que lorsque j'aurais réservé, par exemple, la vente d'un bien au profit de la personne habilitée, la personne propriétaire perd tout droit et que mon acte est nul et de nullité absolue. Je n'ai pas de source de rattrapage. Il est pour moi inconcevable que l'on n'ait pas trouvé un moyen, aujourd'hui je veux dire à l'heure de l'informatique, on dirait que l'heure de l'informatique et la chancellerie ça fait deux. Madame Pecker nous a expliqué tout à l'heure les malheurs auxquels elle se heurtait à propos de, je veux dire, je parlais tout à l'heure des mandats de protection, des mesures de publicité, je veux dire il y a des outils, je veux dire un répertoire civil rénové aujourd'hui, dématérialisé, on n'enquiquinerait pas les greffes, on aurait juste un accès plus ou moins ouvert suivant les professions. Vous avez la même chose à l'arrêt de la Cour de cassation, vous avez parlé tout à l'heure du début d'année, où ce pauvre malheureux juge, on ne lui a pas dit, puis après on lui rectifie. Mais prenez la désignation anticipée du tuteur et du curateur, qui est quand même un outil extraordinaire de l'OLA de 2007. Le juge qui va prendre une mesure n'a aucun moyen de savoir que moi, j'ai du temps, j'ai ma capacité, décider tuteur. C'est inconcevable qu'on ne puisse pas mettre en place un fichier qui serait accessible, par exemple, que par les juges, où j'ai pris une telle décision, je le sais. J'ai un mandat de promotion future, je le sais. Et donc, à partir de là, le juge, quand il prend sa décision, sait qu'il existe une mesure. Et pour revenir à l'habilitation familiale, il est certain que pour moi, notaire, et du coup c'est ce qu'on a écrit dans un commentaire pratique, c'est que moi je dis à quelqu'un, vous avez une personne âgée, vous la trouvez un petit peu fragile, vous demandez de faire un acte, vous avez votre acte de naissance, il n'y a rien au répertoire civil, ok, mais ça ne vous suffit pas, vous allez aller enquiquiner le juge de tutelle qui est dans l'instance, monsieur GTL, veuillez me spécifier s'il n'y a pas eu à l'encontre d'eux prise une mesure d'habilitation spéciale, et on va embêter, puis dans quelques années, quand les juges en auront, les greffiers en auront marre, ils iront à la chancellerie, on fera comme le Pax, des textes des Astros 2099, et c'est en 2006 qu'on a changé la mesure. C'est dramatique comment des textes qui sont, on est tous d'accord là, on est positif là par rapport à tout ce qu'on a vu, il manque ces petits riens qui sont comme si on décidait que soit on veut enquiquiner les gens sur le terrain, soit on se fout du tir comme du cadre des praticiens qui vivent tous les jours de ça. Voilà ce que je voulais simplement rajouter. Oui, sur la publicité, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est un petit peu médiéval, c'est le lieu de naissance. Donc si vous avez le malheur d'être né dans un village qui fait 200 habitants, vous avez un secrétaire de mairie qui est là une fois tous les 15 jours, vous avez compris. Donc pour les notaires, à l'heure, on nous parle du numérique, et y compris nos candidats à l'élection présidentielle quand ils ont le temps. Donc il faut impérativement un fichier centralisé
par l'informatique, quel que soit le lieu de naissance, on s'en fout. Et notamment pour les relations internationales, parce que ces instruments-là commencent à jouer. Les majeurs vulnérables, contrairement à l'idée reçue, ne vivent pas dans un fauteuil tous assis face à une émission de télévision, ils bougent. Ils bougent, ils ont parfois des biens à l'étranger. Et donc il faut des instruments pour vérifier évidemment que telle ou telle personne soit sous un régime de protection. Et il ne suffit pas de faire la publicité, il faut aussi réglementer la modalité de la publicité, mais l'accès, vous l'avez suggéré, à la publicité. L'accès à la publicité qui pour l'instant est différent s'agissant de la sauvegarde de justice des mesures de curatelle, de tutelle et d'habilitation familiale. L'habilitation familiale étant alignée en réalité sur la tutelle. Mais la centralisation est importante, l'informatisation est importante et l'objet de la publicité est important. Et là, je vais rajouter quelque chose à ce que vous disiez. Je pense qu'il faut commencer à peut-être insérer dans la publicité qui est en charge. Et lorsqu'on change, ce qui n'est pas pour l'instant la jurisprudence, lorsqu'on change celui qui est en charge, on le publie, si bien que notaire qui fait cette vérification, là immédiatement. Mais attention, la publicité n'enlèvera jamais du point de vue de la responsabilité du notaire un élément. Même s'il n'y a pas de mesure de protection en place, s'il a un doute qui peut apparaître aux yeux de quelqu'un qui ne serait pas expert en matière médicale quant à la capacité mentale de l'individu, il doit s'abstenir d'instrumenter. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, puisqu'on est sur... Oui, ça marche. Puisqu'on est sur la procédure, on en a déjà parlé, mais quelques mots sur le rôle du juge, puisqu'effectivement, on n'a pas déjudiciarisé, on a déplacé peut-être son intervention. Alors, je vais juste repartir d'un écrit que j'ai lu d'une de vos collègues de la Cour d'appel, je crois, de Toulouse récemment, qui disait que, et ça nous permettra peut-être de rebondir après sur l'absence de rendu des comptes, qu'il y avait un gros souci quand même dans cette nouvelle mesure de protection, c'est qu'on dit aux mesures qu'il doit surveiller toutes les mesures de protection, mais que finalement il n'en a pas les moyens pour l'habilitation familiale, puisqu'une fois qu'elle est ouverte, eh bien, il ne s'en occupe plus. Voilà. Certes, mais pratiquement, j'aimerais bien savoir quel tribunal d'instance assure effectivement une vérification de toutes ces mesures de protection régulières. À la Cour des comptes, on a très bien parlé au mois de décembre. Quel tribunal d'instance arrive à vérifier tous ces comptes de gestion? À partir de là, on peut continuer à faire comme on faisait jusque-là et dire tous les ans, il faut rendre son compte de gestion qui est vérifié par le tribunal, ce qui n'est pas vrai. Il y a même des tribunaux où on n'arrive pas à faire enregistrer tous les comptes. C'est-à-dire que l'exigence minimale me semble être qu'ils soient réclamés et enregistrés, qu'on puisse les vérifier quand il y a un problème. À partir de là, il me semble plus réaliste d'essayer de recentrer le juge sur son rôle, c'est-à-dire il y a une atteinte aux libertés dans les mesures de protection. Face à quoi qu'on en dise, quand même, on rend les gens un petit peu incapables. Et soit il vérifie quand il n'y a pas de difficulté familiale à l'entrée du dispositif ce qu'il en est. Et dans ce cas-là, l'habilitation peut se mettre en place, étant précisé, et je le répète, et ça me semble être un point très important, qu'il est toujours possible de le ressaisir. C'est-à-dire qu'on dit qu'il s'en désintéresse, mais en réalité, sur les mesures de protection type curatelle, quand il n'y a pas les moyens de vérifier les comptes de gestion, quand le juge des tutelles est-il saisi? Mais quand quelqu'un lui signale un problème. Donc, on a la même chose ici. Et puis donc ensuite, les mesures familiales à difficulté, où là il faut effectivement un contrôle plus important, et le temps qu'on aura gagné à ne pas contrôler, à ne pas enregistrer des comptes, à ne pas rendre des ordonnances inutiles dans les mesures d'habilitation familiale dont on n'aura plus à s'occuper ou moins, sera du temps qu'on pourra consacrer à celle-là, et un contrôle également important sur les mesures complexes ou pas, gérées par des tiers, parce que là aussi il me semble qu'il y a un enjeu extrêmement important, et relisez ou lisez le rapport de la Cour des comptes, vous verrez là-dessus, à la fois sur les mesures de protection et à la fois sur les UDAF, il y en a 2 qui sont sortis récemment, sur la nécessité d'assurer un contrôle accru sur ces mesures-là. Donc moi je veux bien qu'on continue à dire il faut tout contrôler pareil tout le temps et très bien. On ne le fait pas. Donc je veux dire, l'association est partie du principe que n'arrivant pas à le faire, il valait mieux essayer de recentrer le juge sur les zones où il pouvait y avoir des difficultés et de contrôle nécessaires. Je ne vois pas comment le dire mieux. Sur la question des auditions, je vous rejoins absolument avec cette nuance quand même que la loi de 2007 a eu le don extraordinaire de faire une pirouette géniale, de nous dire maintenant l'audition sera obligatoire. Elle l'était déjà avant. Et on a ajouté un cas de dispense qui est le hors d'état d'exprimer sa volonté, puisque avant 2007,
moi je me souviens très bien, j'étais déjà juge des tutelles, je me déplaçais pour aller constater moi-même que les gens étaient dans le coma et qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer puisqu'on ne pouvait pas se dispenser d'audition sur ce motif-là. Donc, je veux dire, et je vous rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup trop d'ordonnances d'audition. Simplement, les gens, on a supprimé nombre de tribunaux d'instance. On a donc des ressorts plus grands, des personnes plus vieilles et plus handicapées qui ne peuvent pas venir jusqu'à nous et pas de moyens pour aller les voir. Donc, si on veut mettre en place des mesures, effectivement, il y a par moments, on se retrouve contraint, mais pour des raisons matérielles, de rendre des ordonnances de non-audition parce que sinon, on laisse des situations pourrir pendant des mois et des mois. Je ne peux pas vous le dire autrement que comme ça se passe. Oui, c'est un travers assez répandu que de critiquer l'habilitation familiale en prêtant des qualités aux autres mesures. Alors que c'était très marrant parce que la doctrine s'est très débattue là-dessus, mais quand est arrivé à l'automne le rapport de la Cour des comptes, évidemment, ça fait désordre. Forcément. Moi, je dirais que sur le rôle du juge, et si on glisse sur le contrôle, le rôle du juge, son office, il est peut-être justement les sentiments et les souhaits ne sont pas exprimés, mais tout ce qu'on lui demande de faire, c'est de vérifier ça. L'adhésion de la famille, l'adhésion des proches. Véritablement, il a le rôle de vérifier la concorde familiale et l'entente familiale. Et pas de façon formelle, en disant j'ai auditionné en 2 minutes. Ce matin, on parlait de 8 minutes pour un divorce. Pas de façon formelle. Il est obligé véritablement et de motiver sa décision là-dessus, évidemment. Et d'engager éventuellement la responsabilité de l'État, si une difficulté peut exister. Et sur le contrôle, je dois vous dire, stupéfait quand je vois des gens qui prétendent qu'on va glisser vers l'abus de faiblesse grâce à l'habilitation familiale ou à cause de l'habilitation familiale. Alors, il faut peut-être se remettre dans le contexte. Déjà, certes, ce n'est pas prévu par les textes, le contrôle. Très bien. Mais déjà, il y a une première chose quand vous êtes entre proches, c'est que vous vous entendez tous pour cette mesure et qu'a priori, il y a des familles malheureuses, il faut arrêter aussi de voir simplement le pathologique, il y a des familles heureuses qui s'entendent bien et qui ne s'arnaquent pas à longueur de journée. Et en même temps, celui qui est en charge, ou ceux qui vont être en charge, parce qu'on peut désigner une personne habilitée, ou plusieurs, comme il n'y a pas de subrogé ni d'organe ad hoc dans cette mesure, ça peut être ne pas être idiot de mettre 2 personnes. Pour une autre raison encore, le remplacement n'est pas prévu. Sauf si on interprète extensivement la difficulté présentée au juge, à mon avis, ce que manqueront pas de faire les juges plutôt que de recommencer toute la procédure. Mais pour être très simple, vous nommez 2 personnes, donc il y en a une autre, même si la co-surveillance n'est pas surveillée, il y en a une qui surveille l'autre ou qui parle avec l'autre. Et ensuite, il ne faut jamais oublier que la personne qui est en charge va se dire les mesures de protection, c'est souvent l'antichambre de succession. Elle va se dire quand la succession va s'ouvrir, mes héritiers ou mes co-héritiers, ils vont venir me chercher des poux dans la tête. Donc je vais, comme a dit Maître Rob, je vais tenir ma comptabilité. Je vais avoir un compte bancaire, je vais garder les factures. Et je dois le faire. Et si on est un avocat, on doit conseiller ça. Et ensuite, pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a la responsabilité derrière. On oublie tout ça. Il n'y a pas de contrôle. Oui, mais il y a la responsabilité. Et quand est-ce que se posera le problème du contrôle? Et comment se pose-t-il en tutelle, en curatelle? Au moment de la responsabilité. Quasiment pas après. Et la responsabilité vous oblige à être diligent avant, première chose. Et je dirais, on nous dit il est gratuit, donc les juges vont être indulgents. Non. Quand un mandat est exercé à titre gratuit pour la responsabilité, on doit apprécier avec plus de bienveillance. Ça ne veut pas dire avec indulgence s'il y a de la fraude. Hein. Et troisième chose, l'article 494-1, alinéa 1, fait un renvoi au mandat. Et dans le droit commun du mandat, il y a un article 1993 qui dit le mandataire doit opérer la reddition des comptes. Et qu'est-ce qui empêche le juge, dans la mesure, puisqu'elle est assez souple, de demander un passage de temps en temps? Ça peut être tous les 3 ans, mais l'idée, c'est de garder de la souplesse, de ne pas enquiquiner les gens. Car si vous leur dites, il va falloir que tous les ans, tu dois symboliquement envoyer quelque chose dont on sait que c'est la plupart du temps pas contrôlé parce qu'on n'a pas le temps, on met un tampon, est-ce qu'il vaut mieux une loi qui prévoit des contrôles mais qui ne les fait pas, qu'une loi qui ne les prévoit peut-être pas, mais dont on sait qu'en pratique, ils vont être peut-être beaucoup mieux faits, concrètement, parce que les gens seront plus attentifs. Je laisse ça à votre réflexion. Et alors, je suis totalement d'accord sur cette histoire de multiples désignations, puisque ça, un certain nombre de collègues l'ont déjà mis en pratique, c'est-à-dire qu'il consiste à nommer les enfants, les 2 ou 3 enfants, avec des pouvoirs comme pour les co-tuteurs, en fait. C'est-à-dire que là, on retrouve
la distinction acte d'administration, acte de disposition, en disant pour les actes d'administration, chacun peut faire et vous vous débrouillez entre vous, mais pour les actes de disposition, il faut la signature de tout le monde. Et en fait, ça assure un contrôle bien plus efficace de fait que celui que le juge des tutelles qui ne connaît pas les gens, enfin qui va faire un contrôle sur papier, ça assure un contrôle beaucoup plus efficace finalement des uns sur les autres. Le co-tuteur, quand il est en vrai co-tutelle, c'est de la cogestion quand il est en co-tuteur. C'est que pour les actes d'administration qu'il y a une présomption de pouvoir vis-à-vis des tiers. La difficulté, ça va être vis-à-vis des tiers. Mais un acte d'administration sur une habilitation familiale où toute la famille s'entend, pratique de difficulté zéro. Là où on a un problème, c'est l'acte de disposition. Et l'acte de disposition, si vous mettez 2 personnes, vous avez votre contrôle a priori. C'est vrai, nous sommes sur les juges des tutelles. Moi, je les pratique depuis 20 ans. J'ai toujours, et je leur rends hommage, pas parce que je plaide devant eux, j'ai toujours rencontré des gens qui étaient très à l'écoute. Ça, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai toujours plaidé dans chaque dossier entre 50 minutes et 4 heures. Une fois, ça a duré 4 heures. Alors, c'est un peu gênant. Enfin, là, j'ai fait très fort. Bon, enfin, 1h30 chez moi, c'est normal. Donc, si vous voulez, le dossier est vu dans son intégralité. On voit toutes les personnes. Alors c'est vrai que souvent, nous, c'est pas en contradictoire. Moi, je préfère qu'on soit en contradictoire devant le magistrat. Comme ça, si on a des choses à se dire, on va se les dire en face. On en parlera plus après. Parce que c'est vrai que c'est une mesure qui est chronophage. L'audition est chronophage. Mais après, si tout est bien placé, on ne revient plus dessus. Et les magistrats, je peux vous dire, enfin moi, je plaide un peu dans toute la France, j'ai vu tous les cas, mais j'ai toujours vu des êtres humains attentifs. Alors c'est vrai qu'ils sont que 80 temps plein. C'est un petit peu plus maintenant. Les derniers chiffres donnent 120. Ah oui, depuis quand C'est depuis hier matin. Non, depuis 2 ou 3 ans. Ah oui, parce que moi encore, j'ai encore vu. Non, le rapport à la Cour des comptes, c'est encore 80 temps plein. Oui, mais ils donnent les chiffres d'il y a 2 ans. Ah oui. Enfin, ils ont quand même publié le 4 octobre. Moi, j'ai compris. Ils disent que leurs chiffres ne sont pas forcément... Oui. Ah oui, non, mais on n'a pas de compte. Mais si vous voulez, donc, il manque énormément de monde. On calcule 80 temps plein. Mettons qu'on soit 700 000. 700 000 divisé par 80, moi, j'y arrive pas. Mais ça doit faire au moins 10 000 par an. Chacun, vous divisez par 200 jours, 10 000 par 200 jours, ça fait au moins 50 dossiers dans la journée, puis il n'y a que 8 heures de travail, donc ça fait que 8 minutes par jour, vous voyez, ils sont complètement débordés. Donc c'est vrai, c'est une grosse problématique. Mais ils veulent faire leur boulot. Et alors moi, ce que je dis des juges des tutelles, parce que maintenant moi je plaide toujours pour ma paroisse, bêtement, la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'avocat obligatoire. Moi, quand je plaide et que je dis à un magistrat, voilà l'arrêt de la Cour de cassation, vous le connaissez, il me dit, moi, j'ai eu à choisir entre acheter des ramettes de papier ou me... Non, mais attendez, ils me l'ont dit, Ils me l'ont dit. Ou bien m'abonner à des revues juridiques. Comme il faut que je rende mes jugements, j'ai pris du papier. Ah, mais c'est vrai, ça, c'est bon. Alors, je leur dis, écoutez, madame ou monsieur le président, je vais vous envoyer toute la documentation. Ils sont très contents. Donc, en fait, ce qu'ils demandent, c'est qu'on les aide. Les bons avocats font les bons juges. Alors on a déjà des bons juges et ils demandent qu'on les aide juridiquement. Voilà, donc moi je suis pour la présence obligatoire de l'avocat. Alors pour essayer d'ajouter du coup à ce qui a déjà été dit, 2 points pour moi que j'identifie. Effectivement, la dynamique nouvelle en fait pour le juge, c'est de vérifier l'adhésion des proches. Et je me pose la question de savoir comment va se traiter la situation dans laquelle finalement les proches n'adhèrent pas ou finalement le juge intuite qu'il y a une difficulté particulière. Parce que si on fait l'hypothèse que vous êtes saisi d'une demande d'habilitation familiale, finalement... Finalement, glisser après, si dans votre fort intérieur, vous vous dites que finalement c'est du ressort de la tutelle, est-ce que vous considérez que vous êtes en situation d'ouvrir pareille mesure ou est-ce que finalement vous ne pouvez pas en l'état des textes, on ne peut pas d'office. Alors on peut transmettre au parquet qui ressaisira, mais ça fait une étape de plus. Mais d'office, ça, alors pour le coup, en première instance, il n'est pas possible de basculer. Vous ne pouvez pas. Si on a une saisine spécifique habilitation familiale, on ne peut pas. Voilà. C'est le résultat. C'est le résultat. Et même. Ouais, mais en principe, il faut la désigner. Il faut dire ce qu'on demande. Et je la renvoie derrière. Oui. Bon, alors comme ça, c'est bon. Mais bon, bref, effectivement, moi, c'est bidouillé, quoi. C'est le même constat pour moi, c'est-à-dire qu'effectivement vous pouvez pas, et même le.
Ouais, mais renvoyer sur le parquet, c'est quelque chose aussi. Hein. Enfin, moi, je considère que pourquoi pas. Je sais que vous n'êtes pas la seule à penser comme ça. D'autres juges d'instance, même s'ils n'ont pas encore été en situation de le faire, c'est comme ça qu'ils vont traiter le point. Mais ça questionne aussi de se dire que saisie d'une demande d'habilitation familiale, c'est le juge qui renvoie au parquet. On n'est pas loin de la saisie. Puis je le dirai aux gens. S'il y a une situation de danger. Le juge a le droit de faire un signalement. Après, c'est au parquet de choisir. Deuxième point, oui, pareil, je sais pas, moi, j'ai pas vu encore de décision, donc je sais pas comment sera la matrice et dans quelle mesure vous allez pouvoir l'enrichir. C'est vrai qu'on voit parfois des parsémotifs qui sont un peu stéréotypés, et je me dis que là, il pourrait utilement être détaillé sous réserve de l'écueil et de ne pas tout anticiper, mais notamment avec les sujets un peu particuliers dont on ne sait pas très bien comment ils sont traités, type logement. Est-ce que les dispositions protectrices s'agissant du logement ont vocation à s'appliquer? Je crois que tout le monde concorde pour dire que oui, mais peut-être que ce sera mis en l'écrivant dans la décision pour que ça soit une véritable feuille de route à destination des personnes habilitées qui par définition sont des non-professionnels. Et je me dis que ça pourrait avoir effectivement une vertu d'aller peut-être au-delà de ce que vous faites dans un jugement de type curatelle ou tutelle, et voilà, de cliner, enfin de prévoir ce qu'il en est de ces sujets particuliers dont entre professionnels et en doctrine on voit à peu près comment on va le régler, mais finalement la personne habilitée, même si je sais que beaucoup de TI envoient des notices qui sont généralement d'ailleurs assez bien faites et qui aident beaucoup, je pense que ça aurait pas mal de vertus aussi vis-à-vis des tiers pour savoir qui est en capacité d'instrumenter, etc., que les décisions se positionnent sur ces sujets particuliers pas complètement bien traités en l'état de la rédaction des textes. Je trouve que ce qu'a dit Mme Pecker tout à l'heure en disant on revient à l'essentiel et le grand intérêt de l'habilitation familiale pour le juge. Et puisque vous avez rendu hommage tout à l'heure à M. Thierry Véred, il a publié 2 articles sur ce sujet en utilisant des mots différents, mais que je trouve très beaux et que je vous rappelle. Le juge présent, ou dans un article, le juge dans la lumière, au moment de l'instruction de la demande, quand on prend la décision, c'est essentiel. C'est ce qu'on a regretté tout à l'heure, qu'on n'est pas dans le mandat de protection future si on voulait vraiment être efficace. Puis ensuite, le juge absent ou qui est dans une éclipse. Dans l'exercice normal de l'habilitation, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et puis à la fin, le juge exceptionnellement présent, ou dans un autre article, qui revient dans la lumière lorsqu'il est saisi en cas de difficulté. Je ne reviens vers lui que quand il y a des enquiquinements. Et effectivement, ça, je trouve que c'est une démarche qui est intelligente et cohérente. Et Mme Pecker, vous avez parlé de la suppression des tribunaux d'instance. Je suis dans un département rural où on a été les victimes de la réforme Dati à l'époque, et nous avions 5 tribunaux d'instance dans le 5e département de France en superficie. Nous n'en avons plus que 2, ce qui fait qu'en moyenne, et moi je suis dans les zones de montagne, il faut faire pour beaucoup de gens 120 km, c'est-à-dire 240 km aller et retour pour trouver éventuellement un tribunal d'instance sans ligne de bus, sans voie ferrée, sans rien du tout. Comment faites-vous? Et comme vous l'avez dit, comment fait ce malheureux juge des tutelles qui a des milliers de dossiers qui ne fait rien? Donc c'est clair que là, la misère de la justice française fait que dans des mesures comme celle-là, on est réaliste, et c'est très bien ce que vous avez dit. Voilà. Très bien, non mais c'est comme ça. Oui, c'est ce que j'allais faire, effectivement. Alors oui, on a fait le tour sur la place du juge et sur la procédure. Alors peut-être savez-vous que pour les mesures de protection classiques, il y a 2 grands articles à connaître, 426 et 427, protection des comptes bancaires pour 427, et 426, protection du logement du majeur vulnérable. Si référence est faite expressément à l'article 427, pour l'évincer d'ailleurs dans l'habilitation familiale, nulle référence n'est faite à l'article 426, donc est-ce que les règles de l'article 426 trouvent à s'appliquer? Et pour terminer sur cette protection personnelle, comme on n'a rien non plus de spécifique, il me semble, sur mariage, le PACS, le divorce, comment ça se passe pour ceux qui ont eu recours à cette mesure? Merci. Alors, juste peut-être pour commencer, pour répondre sur la question du jugement et qu'est-ce qu'on met dedans. C'est toujours l'équilibre compliqué entre faire un dispositif très complet qui rappelle toutes les règles mais que personne ne lit, et un dispositif plus court et plus clair et que les gens vont lire.
Donc voilà, mais là où je vous rejoins en revanche, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avoir des dispositifs aussi standardisés qu'en matière de tutelle ou de curatelle, puisque en matière de tutelle et de curatelle, en principe, les pouvoirs des uns et des autres sont définis par la loi, alors qu'en matière d'habilitation, le juge a la possibilité, effectivement, de définir des pouvoirs différents. Mais vous allez quand même retrouver des trames classiques, moi j'en ai déjà qui circulent, avec les pouvoirs classiques de l'habilitation générale quand il n'y a pas de cas particulier. Sur le logement, 426-427, il n'y a pas à discuter. La mesure d'habilitation familiale, alors pour ceux qui vous ouvrez le Code civil, titre 11 de la majorité et des majeurs protégés par la loi, chapitre 2 des mesures de protection juridique des majeurs, section 1 des dispositions générales, le logement, les comptes. Vous avez ensuite tout un tas de mesures juridiques et section, c'est la dernière, la section 6 de l'habilitation familiale, qui est donc une section du chapitre 2. Et donc la section 1 qui prend les dispositions générales des mesures juridiques s'applique à l'habilitation familiale, d'où l'exception prévue pour les comptes bancaires, puisque cet article-là, à contrario, ne s'applique pas. Donc ça ne me semble pas très compliqué en fait, et ça ne fait pas discussion entre nous. Pourquoi est-ce que 427 a été exclu ? Sous réserve que le juge ne le soumette pas à son contrôle, puisque donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les mesures de protection judiciaire classique, la règle est, donc toujours sauvegarde, ce que j'appelle classique, c'est sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, la règle est que pour ouvrir, clôturer ou modifier des comptes, il faut l'autorisation du juge des tutelles dans tous les cas. C'est en tout cas comme ça que l'article est lu et compris. Pourquoi est-ce que cet article a été mis en place ? Pour éviter que les personnes qui sont placées sous mesure de protection, notamment gérées par des tiers, voient leur compte systématiquement fermé pour être ouvert dans une banque partenaire. C'est donc pour lutter contre cette pratique que l'article 427 a été écrit. Conséquence, quand vous placez sous curatelle simple un jeune majeur légèrement handicapé, que ses parents sont désignés comme curateurs, qu'il veut placer 100 € sur un livret A, et bien pour placer ces 100 € sur son livret A, il faut qu'il passe par le juge des tutelles qui l'autorise à ouvrir ou pas un livret A. C'est donc pour lutter contre cette difficulté-là que cette exception est prévue dans l'habilitation familiale, parce qu'on avait demandé à ce qu'elle soit prévue pour les familles dans les tutelles et curatelles, mais la réponse a été pourquoi pas un régime unique pour tout le monde. Donc quel que soit le mode d'exercice, les règles doivent être les mêmes pour la tutelle et la curatelle, que ce soit un exercice familial ou par un tiers. L'avantage de l'habilitation familiale, c'est que comme c'est une autre mesure, on a pu obtenir que soit exclu par principe, et là encore sous réserve de l'appréciation du juge, la nécessité d'obtenir son autorisation pour toute ouverture ou clôture de compte. Ça faisait partie de vos questions. Et il y en avait une autre. Alors oui, mariage, divorce. Bon, alors divorce, on met de côté, puisque par définition, s'il y a un problème de divorce, on n'est pas dans l'habilitation, puisqu'il n'y a pas d'entente familiale. Ou alors, j'ai pas très bien compris. Donc à mon sens, la question ne peut pas se poser. Mariage Pax, on n'a pas encore vu, mais il ne me semble pas que ce soit le public visé, puisqu'on est sur du hors d'état d'exprimer sa volonté. Alors, si on a votre interprétation, on pourra en discuter, mais en l'état des textes, il me semble que sur le hors d'état d'exprimer sa volonté, on n'est pas face à des gens qui peuvent se marier ou se paxer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Que de toute façon, quand bien même on prévoirait une protection de la personne dans l'habilitation, puisqu'on peut faire référence aux articles 457 et suivants. De toute façon, les règles sur le mariage et sur le Pax sont strictement reliées à la curatelle ou à la tutelle. Donc là-dessus, il n'y a pas à discuter. Et donc le divorce, on en a parlé. Voilà ce que je peux répondre. J'ai rien oublié ? Non, c'est bon. On va avoir quelques différences, mais quelques points communs. Je sais bien que certains discutent du point de savoir si 426 ou 427, ça s'applique. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ça s'applique à toutes les mesures de protection, et je rajoute, y compris au mandat de protection future, pour ceux qui voudraient l'oublier. Bien. Et d'autant plus que si le législateur s'est embêté dans une législation légère à prévoir la dérogation pour 427, a fortiori pour ceux qui avaient un doute jusque-là. Bien. Sur les comptes bancaires, attention, pour ces fameux actes mixtes, le principe est celui qui est qu'on déroge à 427, sauf décision contraire du juge. Souple, encore une fois. Et pour ceux qui seraient inquiets du contrôle, il suffit de voir ce qui se passe dans les faits. Qu'est-ce qui se passe dans les faits ? Vous avez une vieille mémé qui signe une procuration à quelqu'un qui vient dans ses parages et qui accède à ses comptes bancaires. Elle est où la protection ? Nulle part, évidemment. J'ai un exemple pratique, à mon avis, la difficulté vient du terrain.
si vous regardez le rapport de la Cour des comptes, alors je sais, il fait presque 200 pages, il faut le lire, mais vous vous apercevrez que malheureusement aujourd'hui, sur le terrain des mesures de curatelle et tutelle, des autorisations sont systématiquement délivrées, ce qui est une honte, à des MJPM pour pouvoir ouvrir des comptes bancaires. Oui. Donc, et les MJPM en question ont visiblement un monopole de fait parce qu'ils travaillent avec 2 établissements bancaires. Et sans motivation, les décisions Oui. sont rendues sans motivation. Donc, je pense que c'est ça. Alors, autre hypothèse, que c'est un cas pratique qu'on m'a soumis récemment, d'un déclenchement de mandat de protection future, où c'est un couple qui a mis en place un mandat de protection future. La femme avait une partie de procuration pour certaines choses, c'est le mari qui est atteint, et elle signale ça à sa banque, et sa banque lui dit « Nous avons clôturé votre compte joint, il vous faut maintenant un compte personnel chacun ». C'est totalement illégal. C'est totalement illégal. C'est une pratique bancaire. Alors, avant de critiquer la loi, allons voir sur le terrain et faisons-la respecter. Bon, ça c'est sur le terrain des actes mixtes. Sur le terrain de la protection de la personne, je dirais que ce n'est pas un problème de l'habilitation familiale, c'est un problème plus général. Pourquoi ? Parce que les textes ne renvoient pas, quand ils parlent de la protection de la personne, ils font un renvoi total pour la sauvegarde de justice, dont on voit mal comment les règles pourraient s'appliquer, puisque quand on renvoie totalement au mariage, comment avoir... mais il y a quand même des solutions. Il y a quand même des solutions, même si les textes sont silencieux, et même si c'est un problème plus large que l'habilitation familiale. En mariage, comme vous l'avez dit, je pense que l'essentiel, c'est que ce n'est pas le public concerné. C'est pas le public concerné. Alors je sais bien qu'il y a un mouvement que j'appellerais droit de l'homiste aujourd'hui, qui dit que les majeurs protégés peuvent tout faire, du deltaplane au droit de vote en passant par le mariage. Mais il faut à un moment donné considérer qu'on est parfois face à certaines fatalités. Et quand on se marie, la première chose, et j'espère qu'un jour on ne donnera jamais aucun pouvoir de représentation à quelqu'un pour décider de nous marier, principe, avec telle personne, modalité, j'espère qu'on s'abstiendra. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, c'est le consentement. Or, opposition à mariage, cours de première année parfois, article 174 du Code civil. Quand la personne est en état de démence, on peut s'opposer au mariage à charge d'organiser la tutelle. Dans le divorce, on a réformé, ça fait 2 jours que vous parlez de divorce, on a réformé le divorce. Évidemment, comme on fait des morceaux de réforme où on réfléchit de façon globale, de façon très relative, on a oublié le passage qui est aux articles 249 et suivants. Oui. Dans les articles 249 et suivants, vous ne pouvez pas adopter toutes les voies de divorce, y compris celles par consentement mutuel, et a fortiori celles sans juge. On les a, y compris la demande acceptée. On les a interdit, ces voies de divorce-là, et évidemment, quand vous êtes en curatelle, vous êtes assisté, quand vous êtes en tutelle, vous êtes représenté dans les procédures, que vous attaquiez, ou si j'ose dire, ou que vous défendiez. Bon. Et il est prévu autre chose, parce que souvent, quand il y a la préférence familiale, et si on a une habilitation familiale, on risque d'avoir un conjoint. Un conjoint qui est aux manettes. Et ça s'appelle un conflit d'intérêts. Ça s'appelle un conflit d'intérêts, donc dans ces cas-là, je vais vous dire ce qui va se passer. Imaginons une personne sous habilitation familiale. Elle aurait eu son mariage, où il faut le consentement. Donc, existence du consentement, vice du consentement. Soit, puisque la capacité, elle l'a, puisque sa capacité est conservée, y compris dans le domaine personnel. Imaginons qu'elle divorce ensuite. Eh bien, on mettra fin à la mesure et on organisera une mesure plus organisée. Soyons raisonnables. Pour le Pacs, pour ceux que ça intéresse, évidemment, il n'y a rien qui est prévu, mais je vois mal quand même qu'on y recourt. Et si jamais on doit y recourir, eh bien, on va être sur le terrain du consentement, puisque la personne est capable, sur le terrain du consentement. La seule difficulté par rapport à la tutelle et à la curatelle, où on a donné un rôle à la personne, mais on l'a assistée notamment pour les aspects patrimoniaux, c'est qu'elle n'aurait pas théoriquement d'assistance à ce moment-là. Mais croyez-vous vraiment qu'on laissera passer un Pacs à ce genre de personnes, dans l'état de ses facultés éventuellement ? Et moi, je n'y crois pas trop. Et de toutes les façons, je pense que ça mènera à la fin de la mesure pour une organisation plus structurée. Et, la notion de hors d'état de manifester sa volonté, si vous la réservez à des gens qui sont dans le coma ou en des phases terminales de maladie, je serais curieux dans les 15% à Quimper de savoir ceux qui sont exactement dans cet état. À mon avis, vous allez un peu au-delà. Pourquoi ? Pourquoi c'est une maladresse législative ? C'est le mal du copier-coller quand on fait des lois. C'est-à-dire qu'ils ont copié-collé sur les régimes matrimoniaux,
D'accord ? Ils auraient pu copier-coller parce que la même règle existe à l'article 373 pour l'autorité parentale. Ils ont copié-collé et ils ont mis ça là-dedans. Ce qu'il faut retenir, et je pense que les juges sont raisonnables, c'est la suite de la phrase. Pour une des causes, à l'article 425. Parce que sinon, il va falloir s'interroger sur tous les régimes. Un mandat de protection future, on l'ouvre pour qui alors ? Puisque la personne reste capable aussi. On l'ouvre pour qui ? Non, c'est ouvert pour quelqu'un qui a une altération, comme en curatelle, comme en sauvegarde, comme en tutelle. Il faut être ouvert là-dessus. Et bien évidemment, il faut vérifier que l'altération existe bien. Certificat médical. Oui, je rejoins complètement le professeur Nogueiro. Je n'arrivais pas trop à comprendre les discussions autour de leur hors d'état de manifester sa volonté, mais je pense qu'il y a beaucoup à écrire et à dire sur cette expression qu'on retrouve en plusieurs endroits dans le code et qui ne veut pas toujours dire la même chose, selon le domaine. Ouais. Moi, je dis rien après les professeurs. Je passe. Alors, moi, juste pour rebondir sur la dimension protection personnelle, c'est vrai que ce n'est pas automatique, c'est une option. Ça peut concerner les biens et la protection de la personne, l'habilitation familiale. Donc là, avec notre casquette d'avocat, la contrainte qu'on a, c'est de se poser la question et de savoir si c'est justifié ou pas. Franchement, tout est possible. Moi, je n'ai pas de religion. Il y a des circonstances dans lesquelles je considère que la protection à la personne, elle ne se justifie pas, d'autres dans lesquelles elle est adaptée. En revanche, quand on est dans cette situation-là, c'est-à-dire que quand il y a une protection à la personne, je crois qu'il faut faire preuve de pédagogie aussi vis-à-vis des personnes habilitées, c'est-à-dire qu'il faut rappeler, et c'est par le renvoi des textes, l'obligation d'information qui demeure. Moi, j'y suis assez attachée, même si ça peut paraître fictif, une contrainte qui n'a pas vraiment de sens. Moi, c'est quelque chose auquel je suis adaptée. Les textes y renvoient expressément, ouais. Mais il ne faut pas que ça reste que des textes, quoi. Il faudrait que... On n'avait même pas besoin de texte pour cela. Ouais, mais en pratique, c'est quand même... Ouais. Oui. Mais du coup, je considère que les avocats ont un rôle à jouer aussi dans l'explication de la nature de la mesure, des responsabilités que ça induit, etc. Pas omettre cette question de la protection de la personne avec cette dimension particulière de l'information. On a des approches souvent dirigées vers le patrimoine, enfin, pas systématiquement, mais ça peut être la tentation de couvrir que ce terrain-là. Il ne faut pas omettre le terrain de la protection de la personne avec la dimension information. Surtout que parfois on arrive en fin de vie. Donc si vous voulez, vous avez toute la législation sur la fin de vie, la législation sur la personne de confiance, l'article L1111-6 du Code de la santé publique. Et vous savez que dans le cadre de la tutelle à la personne, dans le cadre de la fin de vie, c'est la personne de confiance qui prévaut sur le tuteur à la personne s'il n'y a pas eu de décision spéciale du juge des tutelles. Vous aviez un article justement de monsieur Verret sur la question qui était très intéressant. Donc c'est vrai que quand on arrive à cela, à la fin, il faut bien sûr penser et bien expliquer. Donc c'est l'apport, parce que les magistrats n'ont pas le temps de tout dire. Nous, des avocats, d'expliquer aux gens jusqu'où est la mission, ce qu'elle comporte, ce qu'elle conforte, et jusqu'où elle va aller, et jusqu'où ils n'iront pas. Tous les problèmes médicaux dans la tutelle à la personne qui sont absolument importants, le médecin, il demande une autorisation. Alors j'opère pas, je débranche, je débranche pas, quoi. C'est à peu près la question qu'on pose. Moi, je l'ai eu. Qui fait quoi? Et surtout, je veux pas y être. Moi, je veux un papier. C'est pas moi qui vais. Donc, la position des médecins, c'est ils veulent être couverts. Et ils ne savent pas qui fait quoi. Donc, c'est nous qui devons expliquer, tant au tuteur, dès lors à la personne qui est habilitée, que s'il y a une personne de confiance, qui fait quoi, surtout dans la fin de vie. Vous savez que vous avez deux grands arrêts actuellement. Vous avez l'arrêt Lambert du mois de décembre 2016 de la Cour de cassation, et puis l'arrêt de la petite fille qui a un an, là, qui vient de sortir aussi. Donc ce sont deux incapables sur le problème de la fin de vie. Donc il faut être très précis et faire très attention à cela aussi, parce que je crois que cela fait partie de notre mission, je crois, ou simplement de notre participation à l'humanité, d'aller jusqu'au bout de cela, jusqu'à dire où est la mort et où elle va. Merci.
Moi, je voudrais juste réagir un petit peu sur cette question de la protection de la personne. Quand même, si on repart sur les dispositions communes aux mesures judiciaires, l'article 428 dit bien « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application. » Et ensuite, on a toute la subsidiarité. Enfin, la règle reste donc que le régime qu'on doit privilégier, c'est celui de la procuration. Et je rejoins exactement ce que disait le professeur Nogueiro tout à l'heure, qui, dans ce régime-là, vient nous expliquer qu'il faut appliquer les règles relatives à l'information, relatives à la protection de la personne. L'habilitation familiale, c'est une mesure familiale, comme son nom l'indique. Toutes ces dispositions, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre en compte, les dispositions sur la protection de la personne, mais elles ont essentiellement été mises en place pour les mesures gérées par des tiers, dans lesquels on avait mis en place des procédures extrêmement régulières et où l'avis de la personne n'était plus pris en compte. Donc c'est pour rappeler cette priorité-là. Dans les familles, bien évidemment, là encore, et je le redis, si à un moment donné un conflit vient naître, parce qu'on le voit, moi j'ai vu par exemple des mandats de protection future qui posaient pas de difficulté, et puis finalement cette dame, elle a une maladie d'Alzheimer, elle se met à errer, elle refuse d'aller en maison de retraite, le mandat de protection future, il permet plus de lutter contre ça. Et à ce moment-là, les gens ils viennent d'eux-mêmes voir le juge en disant on n'y arrive plus, on ne peut plus. Il faut passer à autre chose. Et dans ce cas-là, on bascule dans la mesure de tutelle. Donc voilà, que ce soit des questions qui soient théoriquement intéressantes, je veux bien, mais en pratique, il me semble qu'à partir du moment où il va y avoir des difficultés dans la gestion, cette mesure, elle est destinée à faciliter la vie des familles quand il n'y a pas de problème. À partir du moment où ça ne facilite plus la vie de personne et où il y a des problèmes, elle ne trouvera plus à s'appliquer parce qu'elle ne répond pas à toutes ces questions-là. Là, je ne vais pas vous dire le contraire. Il n'y a aucune disposition concernant les soins. Donc, s'il y a une dispute dans la famille pour savoir quels sont les soins à mettre en place, et bien dans ce cas-là, il faut passer à une mesure de tutelle si le médecin ne peut pas décider. Et on aura un tuteur qui sera habilité à consentir aux soins le cas échéant. Mais je veux dire, cette mesure, elle n'a pas vocation à répondre à ces situations-là. Je crois qu'il faut vraiment la voir comme quelque chose dans ce principe de subsidiarité et pas lui en faire dire plus que ce qu'elle veut en dire et pas vouloir rajouter plus de règles parce que sinon, elle va devenir aussi compliquée que le reste et elle ne servira plus à rien en fait. Moi, j'ai pas la même position. Non, j'ai pas la même. Pour moi, l'habilitation familiale, c'est comme j'avais dit, j'avais eu les clients. Bon, ça évitera la tutelle, mais on ira jusqu'au bout parce que de toute façon, ils étaient d'accord sur tout, bien sûr. Mais la vieille maman, elle n'allait pas vivre très très longtemps, ni le vieux papa. Mais c'était pour aller jusqu'au bout. Et vis-à-vis du corps médical, il y avait une réponse. Voilà. Donc c'était, pour moi, ça allait aussi jusqu'à la tutelle de la personne telle qu'on l'applique en tutelle, sans éviter de passer par une tutelle. Donc je vous le dis, et c'est ce que je dis, tant pis pour moi, mais et puis alors, je le signe, j'ai pas peur. Voilà. Juste une précision d'abord pour dire que j'étais complètement d'accord avec l'analyse de Mme Pecker et de monsieur le professeur Nogueiro à propos de tout ce qui concerne le logement de la famille. Rappelez-vous que c'est un débat qui est né à propos du mandat de futur et sur une doctrine dissidente, mais d'une personnalité qui, à l'époque, était une signature reconnue, qui était monsieur le conseiller Massip, qui a pris un parti différent de la majorité de la doctrine. Et on a retrouvé le même débat, il faut le reconnaître, un certain nombre de commentaires. Là, vos positions sont très claires. Je crois qu'un Pecker a rappelé simplement, regarde le Code civil, on l'applique tellement. Il y a des mesures de disposition générale et d'autres pour les mesures de protection judiciaire. Bon, mais celle-là, les dispositions générales, elles s'appliquent à tout. C'est le cas du mandat, c'est le cas. Simplement, je voulais dire pour tous les praticiens, ça ne concerne pas que la vente de la résidence principale. Ça concerne aussi, je le rappelle, la vente de la résidence secondaire. Ça concerne le locatif, la résiliation de bail, etc. Ça concerne le mobilier qui le garnit, c'est-à-dire que le champ d'application des dispositions de l'article 426 sont relativement importants. Le logement de la personne, les meubles dont il est garni, tant de la résidence principale que de la résidence secondaire. Et deuxième petite précision, si on admet tous, et je crois que c'est notre analyse commune 426 s'applique, n'oublions pas que lorsque la vente a pour finalité l'entrée dans la maison de retraite, vous devrez avoir un certificat médical supplémentaire et que depuis la loi de février 2015, vous avez la possibilité d'avoir dans ce cas-là pas simplement d'un médecin assermenté, mais également d'un médecin généraliste, du médecin traitant, ce qui est un moyen d'obtenir plus facilement le certificat médical. Voici une simple petite précision. Pensez aux praticiens et aux notaires, je dirais qu'au-delà même, il ne faudra pas oublier les nouvelles interdictions qui sont des incapacités où l'incapable n'est pas celui qu'on veut protéger, mais celui dont on se défie. Alors, vous allez vous voyager un petit peu, puisque nous avons quitté la verrue au article 1125-1 du Code civil pour aller dans le Code de la santé publique à l'article L, si ma mémoire est bonne, 3211-5-1. Dans le Code de l'action sociale et des familles, article 116-4,
d'abord les libéralités, ensuite les actes à titre onéreux. Donc pensez-y en termes d'incapacité, plus l'article 909 connu pour les libéralités. Je rajoute simplement une chose, il y a un mouvement aujourd'hui sur la protection de la personne qui est de dire il est majeur protégé, il ne peut pas faire les choses comme nous, donc il est discriminé, donc il faut qu'il puisse le faire. Notre défenseur des droits, que je ne porte pas particulièrement en odeur de sainteté, pas la personne elle-même, mais les rapports qu'il peut faire, a dit il faut ouvrir la tutelle, en tutelle et en curatelle, le mariage, le divorce, le PACS, sans le moindre contrôle. Je ne suis pas sûr qu'il maîtrise totalement les règles des majeurs protégés d'une part, et d'autre part que cette ambition ne soit pas un petit peu démesurée. Mais c'est un mouvement très important qui s'appuie sur des normes internationales qui sont totalement déformées par un comité de suivi qui est censé vivre parce que cette convention internationale existe et donc il se fait vivre en faisant des observations. Et ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'il voudrait interdire des techniques qui sont en œuvre dans nos sociétés depuis très longtemps. Et j'avais vu ça apparaître, moi, il y a quelques années, par un collègue japonais paniqué, parce qu'il respecte beaucoup les réglementations. C'est la représentation. La technique de la représentation n'est plus adaptée, soi-disant, pour protéger les personnes. Ça, c'est quand même très dangereux. Et notre défenseur des droits fonce là derrière. Évidemment, la Cour des comptes, elle, est allée voir ce qui se passait sur le terrain. On rebondit du coup sur le respect des droits et libertés fondamentaux, si je comprends bien. Et c'est vrai que je me rends compte que dans le programme, il n'y a pas de... On m'a fait signe qu'on voudrait intervenir, il n'y a pas de débat privé avec la salle, mais je tâcherai de m'arrêter d'ici un quart d'heure, 20 minutes, d'arrêter la table ronde pour qu'on puisse échanger avec vous. Moi, je n'ai pas du tout la même position. Hein. J'ai beaucoup évolué depuis le colloque sur la Convention internationale du droit des personnes handicapées. Voilà, on ne contrôle pas... si quand on choisit un mari, on est tous une femme capable de le faire, en état conscient des conséquences. Le droit de vote, voilà, je n'ai pas les mêmes positions là-dessus, mais bon, je vais vous laisser échanger. Oui, enfin, là, on dépasse largement la question de l'habilitation. Sur le mariage, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu un... Non, c'était avec vous, on discutait. Il y a eu un arrêt très intéressant du 8 mars 2017 là, de la Cour de cassation sur le PACS. En curatelle. La cour d'appel a dit ah ben non, mais monsieur machin et monsieur truc ne peuvent pas se paxer, ça fait 24 ans qu'ils vivent ensemble, mais en gros ils ont fait état de relations d'un ordre filial entre eux. Ils n'étaient pas du tout dans le père-fils, mais ils ont évoqué leur relation de cette nature-là et le PACS n'a pas pour vocation de permettre ce type de relation. La Cour de cassation est venue dire non mais attendez, ça c'est pas votre problème, vous constatez qu'il y a 24 ans de vie commune, vous constatez qu'il n'y a pas d'empêchement, vous devez autoriser. Voilà. Et il me semble que c'est ça, ce contrôle qu'on doit faire. C'est-à-dire que pour prendre et pour rester dans les exemples, c'est une des décisions les plus compliquées, je trouve, pour le juge des tutelles, celle du mariage. Et j'ai aussi évolué. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a une volonté et une persistance dans un temps relativement bref de cette volonté. C'est-à-dire qu'on a eu un certain nombre de situations chez les juges des tutelles, de personnes en situation irrégulière qui viennent s'installer dans des quartiers qui sont remplis, parce que parfois nos majeurs protégés habitent plus ou moins tous dans le même quartier, et qui passent de l'une à l'autre de mes pauvres dames sous mesure de protection au gré de leurs hospitalisations en psychiatrie, en me demandant d'en épouser une lundi et la deuxième le mardi. Bon. Et quand on les reçoit en entretien, ces dames avec le monsieur, elles vous disent oui bien sûr je veux me marier, vous faites sortir le monsieur, elles disent oh bof, moi ça m'est un peu égal, c'est pour lui faire plaisir. Donc voilà, la question qu'il faut se poser pour le juge des tutelles, c'est la question de la volonté effective de se marier et de la capacité à consentir. Mais c'est certainement pas de se demander si c'est le bon choix et est-ce que c'est bien celui-là que j'aurais choisi comme genre ou comme belle-fille. C'est pas vraiment le problème en fait. Ça ne dit pas à quelqu'un sous tutelle de se marier. Hein. Ah ben, seul, il peut pas... Non mais seul, d'accord. Mais alors... Prenons cet exemple-là, imaginons, mais allons plus loin parce que ça supprime toutes les protections. Ça supprime toutes les protections parce que le débat a rebondi sur le vote. Alors, j'ai été auditionné par la Commission nationale des droits de l'homme. Je n'avais pas la même opinion que celle qui était forgée avant les auditions. Mais en gros, pour eux, nous sommes tous sous influence lorsque nous votons. Et donc, le majeur protégé peut être éventuellement sous influence, ce n'est pas grave. C'est pas la même influence, pardon. L'influence de l'éducation, du milieu social, des relations que l'on a, c'est pas une manipulation de la volonté. Je sais pas, moi j'ai appris ça quand j'étais en première année. Et si on met des procédures, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour valider éventuellement la vérification de leur consentement. Comment vous allez faire demain
Vous imaginez un notaire qui vient vous voir pour un contrat de mariage ou une donation à un époux en disant « Oui, il est en tutelle, il s'est marié, regardez, il est capable, il a émis son consentement. » Ah bon? Qui l'a vérifié? Ah ben personne, parce qu'il est capable de le faire. La capacité naturelle dans le domaine personnel exige une vérification préalable. Est-ce qu'il est ou pas dans un intervalle lucide? Intervalle lucide, on ouvre les possibilités. Pas d'intervalle lucide, on ferme. Et pour terminer sur la question du droit de vote, je n'ai pas connaissance d'une seule décision d'un juge des tutelles qui, face à quelqu'un qui viendrait lui dire « je voudrais pouvoir voter », a dit non. Hein. Et je n'ai pas non plus connaissance, quoi qu'ils veulent bien nous dire que c'est une question qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, d'une massification des recours aux juges pour venir dire « mais non, mais c'est quand même important, parce que ce discours qui est porté consistant à dire « oui, c'est une question sociale absolument cruciale aujourd'hui », mais dans ce cas-là, que les personnes qui sont sous tutelle viennent réclamer le droit de vote au juge des tutelles, il n'y aura aucune difficulté. Elles ne le font pas. Mais elles l'ont, Hein donc, le principe, oui, mais je veux dire, dans les situations, puisque soi-disant le juge des tutelles passe son temps à retirer son le droit de vote, c'est un petit peu quand même le discours qu'on a eu ces derniers temps. Je veux dire, moi, il n'y a pas de problème. Qu'ils viennent réclamer le droit de vote, alors bon, je ne suis plus en première instance, mais on appelle, je le rends à tous ceux qui viennent me le demander. Il n'y a pas de difficulté, mais encore faut-il qu'ils viennent le demander. Mon université a une revue en ligne qui s'appelle le Journal du droit de la santé et de l'assurance maladie. Dans les prochaines semaines va apparaître un article que j'ai fait sur les droits fondamentaux, les droits de vote et les majeurs protégés, où j'ai recensé tous les arrêts qui se sont prononcés directement ou indirectement sur cette question. Donc je vous invite éventuellement à avoir un contrepoint par rapport à l'opinion journalistique majoritaire et du défenseur des droits qui est absolument consternante dans ce domaine. Je voudrais rebondir sur le mariage parce que j'ai une décision qui est dans la Cour européenne des droits de l'homme, donc je suis allé très haut, même une QPC, hein, je suis jusqu'au bout dans ma procédure, mais je ne parlerai pas de cette procédure, j'en parlerai d'une autre qui m'a beaucoup intéressée, une affaire un peu particulière. Donc il est sous tutelle, sous la tutelle de sa maman, il a la double nationalité française et algérienne. Il travaille dans un ESAT, avant ça s'appelait un CAT, et il gagne 1 200 € par mois. Et il vit très bien chez ses parents, donc il ne dépense rien. Maman met les sous de côté tous les mois, maman le nourrit, tout, donc ça va. Et il va en Algérie voir sa famille 2 fois par an. C'est là qu'on lui fait rencontrer, il y a 8 ou 10 ans, une de ses cousines, plus âgée que lui, qui travaille à l'accueil d'un hôtel et qui est bilingue. Elle parle l'anglais couramment et le français. Donc la maman du garçon trouve que c'est bien pour Fiston. Et puis Fiston, il la trouve jolie. C'est vrai que moi, j'ai vu la jeune femme, elle est absolument ravissante. Puis lui, il est bien, hein, physiquement, il est pas mal. Hein, bon, lui, il a 28 ans, elle en a 32. Enfin bon, on va pas faire un fromage. Hein. Bon, donc, alors, ils vont se marier en Algérie. Et en Algérie, une femme ne peut pas être la tutrice. Donc, il va y avoir une tutelle en Algérie qui va être créée. Et l'oncle tuteur va autoriser le mariage. Donc, toute la procédure en Algérie va être faite. Et ils vont donc être mariés en Algérie, tous les papiers, patin, couffin. Et puis après, en France, tout ça. Et puis alors, elle, la tutrice, la maman, elle se dit, maintenant, il faut que je le dise au juge des tutelles. Elle est femme de ménage, quoi. Et alors, on lui dit, non, vous n'avez pas demandé l'autorisation, et toc. Et puis, en même temps, elle avait demandé à passer par Nantes, évidemment, le procureur de la République à Nantes, toc, ça arrête tout. Donc, elle découvre que son fils, il n'est pas marié. Donc, non, il est... Non, mais en France, donc, elle vient me voir pour qu'on fasse une requête devant le juge des tutelles. Elle va faire sa requête, elle va perdre. Donc, elle va venir en appel me voir pour demander une affirmation de la mesure et que son fils soit marié en France, parce que lui, il veut être avec elle. Et c'est vrai qu'il va toujours le dire. Hein. Pendant 2 ans, il va toujours le dire. La jeune femme, elle va venir le voir une fois, ensuite elle va être convoquée et le consulat en Algérie ne lui donnera pas le visa pour qu'elle vienne le redire devant la cour. Ça, c'est exceptionnel. J'ai écrit plusieurs fois, je n'ai rien obtenu. Donc elle ne pourra pas revenir le dire devant la cour. Elle aura dit devant le tribunal d'instance. Et la cour d'appel va confirmer en disant qu'il n'est pas apte au mariage. Et alors, je vais dire simplement à la cour, c'est exceptionnel. Donc, il est marié en Algérie, il n'est pas marié en France. Vous allez créer un cas de bigamie exceptionnel parce qu'en France, s'il veut se marier avec une autorisation, il pourra. Donc, il y en aura une dans chaque pays. Ça ne les a pas marqués.
Donc c'est vrai que... Le fait qu'il ait l'autorisation n'empêche pas qu'il ne doit pas être bigame en France. Non, mais ça veut dire que s'il faisait une demande en France, puisqu'il était célibataire, il pouvait l'obtenir et avoir 2 femmes, une dans chaque pays. Là, il a dit, c'est bien. Nantes refuse de retranscrire. Oui. Nantes refuse de retranscrire. Mais c'est terminé. Le mariage parce qu'il n'y a pas d'audition parce qu'il n'y a pas d'autorisation de juge du tutelle, mais le mariage il existe. Ah oui, non, mais attendez, en plus, il a été auditionné par la police. Hein. J'ai dû l'accompagner à la police, comme quoi il allait faire un mariage blanc et tout. C'était affreux. Hein. Alors c'est vrai que le mariage avait été consommé depuis 10 ans. Hein. Donc c'était assez extraordinaire. Donc vous voyez, on peut avoir des cas de mariage comme ça, il faut l'avoir vécu pour l'inventer. Hein. Celui-là, je n'y ai pas pensé. Moi, je n'ai pas vraiment à ajouter sur cette question du mariage, du droit de vote. Si je me fie un petit peu au canevas sur la place de la personne protégée, les droits et libertés fondamentaux, un point que je m'étais noté pour échanger, c'était la question de la désignation anticipée, en tout cas la faculté qui est offerte de désigner par anticipation la personne qu'on souhaiterait voir désignée comme protecteur, type tuteur ou curateur. Effectivement, qui se fait donc, chez le notaire, parce que la dynamique, c'est souvent d'identifier, enfin je ne sais pas quelle est votre expérience, vous pouvez nous dire, c'est souvent d'identifier quelqu'un qu'on voudrait comme protecteur, c'est aussi d'exclure quelqu'un d'autre, et notamment de la famille. Qu'on voudrait surtout pas voir désigner. Et du coup, je ne vois pas dans le dispositif de l'habilitation familiale le renvoi. Et voilà, c'était juste pour dire que pour accrocher avec la question de la place de la personne protégée et au centre du dispositif qui a vocation à s'appliquer, bien veiller, mais au stade de l'instruction et de l'adhésion des proches, etc. aussi, se poser la question. Mais c'est peut-être moins facile dans cette circonstance-là de voir si c'est parce que c'est pas un dispositif d'anticipation comme ça a été dit. Oui. Soit on passe par le mandat de protection future, ou bien on a choisi, et d'ailleurs je conseillerais en mandat de protection future, si jamais on le fait sauter, le mandat de protection future, de choisir en parallèle avec 1255 une désignation d'un tuteur et d'un curantel en parallèle pour garder celui qu'on veut aux manettes. Bien, parenthèse fermée. Mais c'est pas un travail d'anticipation, donc soit on a fait l'anticipation par le mandat de protection future, c'est l'hypothèse la plus probable, ou alors on a simplement désigné le futur curateur ou tuteur, mais sinon le juge il doit s'assurer non seulement du choix de la mesure d'habitation familiale et du choix de la personne. Donc en réalité on le décale à ce moment-là. On le décale là avec l'accord de tous. Et donc comme ce sont ceux qui peuvent l'exercer, qui peuvent saisir le juge, quand ils viennent le voir, ils ont déjà choisi. Juste le temps passe, je voudrais juste revenir et donner un autre exemple de copier-coller où, avec le mandat d'expression future, où on avait signalé la mauvaise rédaction dans le mandat d'expression future, ils l'ont remise quand même à propos de l'habitation, c'est à propos des dispositions à titre gratuit, puisque dans le mandat d'expression future, dans l'alinéa 2 de 490, on disait que toutefois le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge de tutelle. On retrouve ici que la personne habilitée peut, mais attendez, une disposition gratuite, il eût fallu distinguer les libéralités entre vifs, où là le texte comprend, et les libéralités à cause de mort, où par définition, en aucun cas, une personne habilitée ne pourra établir un testament à propos de la personne. Je veux dire que c'est quand même de la rédaction. Si on l'interprète, soit on considère que le texte est muet, d'accord ? Alors, dans ce cas-là, on met une clause dans le mandat de protection future. Pour l'habilitation familiale, on retrouve la difficulté parce qu'on n'a pas de texte. Mais en réalité, vous avez un arrêt du 8 mars 2017 de la Cour de cassation qui vient de nous dire qu'en tutelle, il s'agissait d'un acte strictement personnel et même s'il a retenu cette qualification pour appliquer les règles propres à la tutelle, ben vous retenez la qualification. Acte strictement personnel ? Tous ces régimes renvoient à cette définition-là. Donc, il n'y a que le majeur qui peut le faire. Attention, le testament, s'il est, là encore, dans un intervalle lucide. Mais on aurait pu éviter de prendre... On aurait pu éviter, mais alors, je vais vous donner... Alors là, ce n'est pas un copier-coller, c'est une négation. Quand le doyen Carbonnier, qu'on a évoqué ce matin, avait rédigé les articles 491 et tiré à l'époque pour la sauvegarde de justice, il n'avait pas manqué d'introduire les actions spéciales dites en réduction ou en récision pour lésion, et il avait dit, en gros, que c'était indépendant de la preuve d'un trouble mental. Si vous regardez le copier-coller plus la négation qui a été faite, aujourd'hui, pour tous les régimes de protection, y compris le dernier, ils ont supprimé, je ne sais plus comment il est rédigé, ils ont mis la négation. Ce qui voudrait dire que ces actions spéciales ne pourraient être ouvertes que si on est en présence d'un trouble mental. Donc, à une hypothèse où elles ne serviraient à rien. Ils l'ont gardé.
Ils l'ont gardé, ils l'ont dit. Mais vous avez mieux. En assurance vie, pour les désignations bénéficiaires, pour la période suspecte, si le co-contractant a connaissance de son trouble, stipulation pour autrui, c'est qui le co-contractant? C'est l'assureur. C'est pas lui dont on veut se méfier, c'est le bénéficiaire de l'assurance vie. Et ça, je crois qu'en assurance vie, ça doit faire à peu près 10 ans qu'on leur a dit. Mais pas qu'on leur a dit une fois. Je redonne la parole à certains intervenants si vous le souhaitez. Je crois que sur l'excès de pouvoir éventuel accordé à la personne habilitée, on a quand même déjà dit pas mal de choses. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. On vient d'en parler. Un mot sur les conflits d'intérêts. Oui. Un mot juste sur les conflits. Bon, les pouvoirs, vous avez vu la structure, c'est très malléable en fait. Un acte, plusieurs actes, disposition, administration. On peut rajouter personne, c'est facultatif comme ça l'est en sauvegarde de justice ou en mandat de protection future d'ailleurs. Les conflits d'intérêts, en réalité, la voie est la suivante. Le principe est que si la personne habilitée est en conflit d'intérêts, elle ne peut pas passer l'acte. D'accord? C'est le principe. Donc elle va devoir, vous voyez la déjudiciarisation relative, elle va devoir aller devant le juge. Et le juge, et là on a un système spécial parce qu'on ne veut pas alourdir, donc on n'a pas d'organe subrogé, on n'a pas d'organe ad hoc. Donc il y a deux possibilités dans ces cas-là. Soit vous avez désigné une pluralité de personnes habilitées. Et que va faire le juge? Il va l'autoriser en discutant avec truc-muche, machin et chuchute. Et, vous voyez? Ou alors, il va peser l'intérêt de l'acte pour le majeur. Il va regarder, parce que la personne aura fait la démarche de dire je suis en conflit d'intérêt, et il va l'autoriser dans la famille à passer l'acte. Ça évite, par exemple, si on veut, je vous donne un exemple concret, là où ça peut se passer. On a vendu la fameuse maison. On demande une ordonnance de placement avec une désignation bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie. Eh bien, il va falloir, si vous ne voulez pas que les proches s'enfuient et disent « moi, j'en veux pas de la mesure parce que sinon, je ne pourrais pas être bénéficiaire de l'assurance vie », on règle le conflit d'intérêts comme ça. Voilà. Simple et moderne. Bon, je crois que ça permet de bien terminer. Je vous remercie.